Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est un peu impressionnant vu d'ici. Il est 18h30, donc je vous propose qu'on ne fasse pas le quart d'heure lyonnais ce soir parce que le programme est chargé, vous vous en doutez. Et on va démarrer tout de suite cette soirée qui porte le titre de « Transformons la France ». C'est assez impressionnant. Je vais demander d'abord à Denis Lafay pour un discours introductif, conseiller éditorial de la Tribune, de me rejoindre. Il sera suivi par Étienne Blanc, premier vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous démarrerons ensuite la masterclass avec Louis Gallois. Je pense que vous l'attendez tous. Denis. Merci Violaine. Est-ce que oui, ça fonctionne? Bien. Bonsoir, au nom du président de la Tribune, mon cher ami Jean-Christophe Tortora, entrepreneur lui-même si emblématique du thème de cette soirée. Au nom de mon équipe, sous la baguette de Steven Dolbeau, qui s'est mobilisé avec le plus grand soin et je l'en remercie vivement. Je suis très heureux effectivement de vous accueillir pour cet événement. Événement qui en soi est une nouvelle transformation du prix de l'esprit d'entreprendre que nous avons fait vivre dans ce bel écrin du Salon des entrepreneurs pendant 12 ans et alors sous le nom d'acteurs de l'économie. Oui, l'éditorialisation de cette cérémonie témoigne que nous sommes nous aussi dans cette culture, cette exigence de la transformation, laquelle en définitive est la raison d'être qui nous est à nous tous ce soir commune. Alors transformer, oui, mais pourquoi faire? Au profit de qui et comment? Ces questions, les 30 entrepreneurs nommés ce soir se les posent inlassablement. Elles sont intrinsèques de leur cheminement, de leur vision, de leur stratégie, parfois aussi de leur lutte, de leur renoncement, de leurs esquives ou de leurs rebonds. Ces questions convergent vers une interrogation cardinale, celle qui détermine l'éthique de notre trajectoire professionnelle et au-delà de notre existence même. Quel est le sens de ce que j'entreprends? À quoi ce que je pense, j'ose, je risque, je recherche, je développe, je finance, je partage, sert-il? Ces 30 entrepreneurs, et vous l'avez compris, par entrepreneurs, nous n'évoquons pas seulement des créateurs d'entreprises, ce serait ineptement réducteur. Nous qualifions celles et ceux qui entreprennent leur vie professionnelle, quel qu'en soit le statut, pour qu'à la fois elles fleurissent et enracinent de manière utile, respectueuse et altruiste. Ces entrepreneurs donc, et parmi eux les 8 lauréats, portent la responsabilité de dessiner demain, mais pas n'importe quel demain. Un demain consistant, stimulant, un demain souvent généreux, parfois même fraternel, un demain pour soi qui de manière consubstantielle accueille et fertilise le demain des autres. Un demain donc de progrès, un progrès destiné à faire grandir la société et une époque, nous le savons tous, exposée à d'immenses questionnements, menacée d'immenses périls, mais riche d'immenses ressources humaines. Au final, une société et une époque exigeant que soient actés d'immenses arbitrages. Dans ce contexte, que nous ayons sollicité Louis Gallois pour présider la cérémonie n'est bien sûr pas fortuit. Celui qui a été aux commandes notamment de la SNCF, de ADS ou du Commissariat général à l'investissement, celui qui préside aujourd'hui le conseil de surveillance de PSA, mais aussi la fabrique de l'industrie et la fédération des acteurs de la solidarité, celui dont l'exigence éthique à valeur d'exemple porte un message qu'incarnent lumineusement nos 30 transformateurs. Ce message, c'est que optimisme et esprit d'entreprendre sont insécables. Ces deux termes sont viscéralement interdépendants. On ne peut entreprendre que si l'on a foi en demain. D'autre part, le sens de ce que l'on entreprend lui-même irrigue cette foi. Sans croyance en l'avenir, en possibilité d'avenir et même d'un meilleur avenir, on ne peut pas s'engager à transformer le présent. Parmi les principaux facteurs conditionnant cette perspective d'avenir, je veux retenir la confiance qui devrait ensemencer dès le plus jeune âge, cette capacité de confiance en soi et d'estime de soi qui commande la capacité de confiance en l'autre et d'estime de l'autre. Sans confiance, pas de risque. Sans risque, pas de progrès. Et sans progrès, pas d'avenir. Et alors, espérer diffuser une culture de l'entrepreneuriat, répandre le goût d'oser, partager le plaisir et la responsabilité de transformer est illusion. Alors le progrès, oui, mais quel progrès? Cette question, là encore, nos 30 invités en font un fil conducteur de leur cheminement. Ce que leurs engagements disent du progrès, c'est que celui-ci peut être, doit être,
réparateur, émancipateur, respectueux des générations ultérieures. Il doit chercher à réduire les inégalités, à escorter les plus fragiles, à bâtir durablement, à regarder loin devant sans effacer hier. Il doit poursuivre des desseins qui ne sont pas que mercantiles. Il doit aussi honorer un pacte de solidarité. En effet, une communauté humaine ne peut fonder la communauté de destin chère à Edgar Morin que si elle se sent, si elle se sait solidaire. Ainsi imprégné par le sens, mais aussi révélateur et diffuseur de sens, le progrès rassemble au lieu de désunir, il éclaire le désir d'avenir, il devient alors progrès d'humanité. Et on peut le coiffer de la majuscule à laquelle le destine le philosophe Étienne Klein. C'est ce qu'a créé Bernard Devers pour qu'infusent toutes les formes de mixité et pour que les plus vulnérables aient eux aussi droit à un toit. C'est ce que risque Karim Mahmoud Ventam afin que les intelligences exclues du système éducatif, malmenées par leur environnement social ou invisibles des circuits traditionnels, soient reconnues. C'est ce que développe Joël Tronchon pour que la politique de RSE profite bien sûr au groupe SEB, mais aussi à l'épanouissement personnel, intime des salariés et donc à leur propre exercice de la responsabilité. C'est ce qu'anime Valérie Bouillon-Delporte aux manettes d'une révolution hydrogène qu'elle mène au profit d'un monde, je la cite, demain un peu meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce qu'essaime sur l'ensemble de la planète Alexandre Mérieux, enrichissant de sa propre singularité l'exceptionnelle dynastie médicale, entrepreneuriale et philanthropique. Ce que ces quelques bâtisseurs, emblématiques de tous les autres, entreprennent et transforment, l'avenir qu'ils modèlent, la confiance qu'ils fécondent, donnent du sens au sens. Pour conclure, un chaleureux merci, Charles-Louis Gallois, pour votre engagement à nos côtés, généreux et lui-même si riche de sens. Un grand merci également à nos partenaires, vous les découvrez ici, qui témoignent de leur attachement à ce double esprit d'entreprendre et de progrès tel que nous le promouvons. Un merci complice et amical à l'équipe du Salon des entrepreneurs pour sa confiance et sa fidélité. William, Bertie, Sophie, Laurent, Gaël et bien sûr l'architecte de cette fête de tous les entrepreneurs, Xavier Cargal, qui lui aussi fait tant honneur à cette exigence d'entreprendre pour le progrès. Et enfin, un immense bravo aux nommés et aux lauréats que vous allez découvrir dans quelques instants. Immense bravo, mais aussi immense merci. Le spectre de la nuit que Stefan Zweig prophétisa en 1932 n'est pas qu'un cauchemar lointain et supposément éradiqué. Le récent scrutin européen l'a une nouvelle fois démontré dans le ciel de Londres, de Rome, de Varsovie, de Budapest ou de Paris. Et malheureusement, il faut le dire, dans une quasi-indifférence et déjà l'oubli, qui en disent long sur notre degré aujourd'hui d'acceptation de l'inacceptable. Nous voyons cette nuit s'étendre aussi dans les cieux américains, brésiliens, turcs, russes ou chinois. Plus que jamais, afin de conjurer ce spectre de la nuit, nous avons besoin d'inventer un progrès responsable, à sa manière, à son niveau, faisant sa part, comme dirait joliment Pierre Rabhi. Chacun des 30 nommés est un militant de ce progrès responsable. Il est une lueur dans cette nuit et leurs congruences forment une lumière. Cette lumière est l'optimisme déclamé par Louis Gallois, c'est-à-dire la raison de croire et l'envie de faire. Voilà, j'invite maintenant à me rejoindre le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Étienne Blanc, et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, mesdames et messieurs, d'abord, je voudrais au nom du président Laurent Wauquiez féliciter tous les organisateurs de cet événement très très important de notre région, un événement qui permet d'échanger avec les entreprises de notre région dans leur diversité. C'est toujours un moment d'exception. Le sujet que vous avez choisi porte sur la transformation de la France. C'est un sujet ancien, c'est une question régulièrement posée, d'abord au niveau national et au sein de nos institutions. Nous connaissons les difficultés de notre pays à assumer cette transformation, à la comprendre et à l'accompagner. Les causes, elles sont extrêmement diverses. Le juriste que je suis en connaît une. Nous sommes dans un pays qui est un pays de droit latin, qui est un pays de droit écrit.
La norme, quand elle existe, est immobile. Et la transformation de la norme est extrêmement complexe. Les parlementaires, d'ailleurs, le savent bien. La mécanique parlementaire est une mécanique lourde, c'est une mécanique compliquée, et la démocratie veut qu'au sein du Parlement, quand il s'agit de transformer des pans entiers de notre société, des réticences, des conservatismes, s'appuie sur la forme, s'appuie sur les procédures. Le droit d'amendement, par exemple, qui est un droit absolument intangible, sanctuarisé par notre Constitution, rend compliqué ces transformations. Et pourtant, et le président gallois, parlant d'optimisme, dirait mieux que moi, quand on regarde notre pays, il a assumé des mutations absolument considérables et ses entreprises, notamment les grandes entreprises publiques, en ont été du nombre. Souvent, on entend dire que la puissance publique n'arrive pas à s'adapter, mais soyons optimistes. Et regardons par exemple ce qui se passe à Bercy, qui est un des temples considérés depuis Colbert comme le conservatisme, puisque c'est le temple de la finance, de l'impôt, de la collecte des ressources. Le numérique, qui est entré dans notre vie quotidienne, a irrigué le domaine de la fiscalité. Les échanges avec l'administration fiscale sont plus faciles. La dématérialisation rend plus aisée les déclarations, les paiements. C'est une mutation absolument considérable. Citons aussi la Poste, qui fut longtemps considérée comme une des entreprises les plus immobiles et les plus rigides. Elle a réussi aujourd'hui, avec le numérique, à assumer une transformation absolument considérable. Alors, la région, dans ce grand mouvement, a-t-elle une place? D'abord, à nos yeux, la transformation, elle passe par une modification très profonde de la structure de nos budgets. Pour transformer la société française, pour transformer et pour accompagner la transformation de notre économie, il faut des moyens, et notamment des moyens d'investissement, des moyens puissants. Considérons aujourd'hui que les régions sont les collectivités qui doivent accompagner cette transformation. Les départements, parce qu'ils ont en charge les dépenses sociales, voient se réduire régulièrement leur capacité d'investissement. Il faut à la France, et ça n'est pas un sujet nouveau, ici à Lyon en 1969, le général de Gaulle le disait déjà, un vaste mouvement de décentralisation qui donne aux régions des compétences lourdes dans le domaine de l'investissement, au service des infrastructures et au service de l'économie. Nous avons voulu ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous donner les moyens de l'accompagnement de cette transformation. Sur un budget de 2,5 milliards d'euros, nous avons pratiqué 300 millions d'euros d'économies que nous allons maintenant pouvoir restituer à l'accompagnement de la transformation de notre économie notamment. Et je voudrais citer très brièvement 4 directions qui nous permettent aujourd'hui de mieux accompagner la transformation de l'économie régionale. Parler d'abord de l'environnement, mettre un terme aux procédures de saupoudrage, aux procédures diffuses, aux procédures d'accompagnement de structures qui font de la dépense publique et souvent de la dépense de fonctionnement, pour lui substituer des stratégies lourdes, notamment l'accompagnement de la filière hydrogène dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. 70% des capacités industrielles de la France sont ici, dans notre région. Et la mobilité hydrogène est un véritable enjeu pour notre avenir au regard de ce que nous connaissons de pollution dans nos villes, mais aussi dans nos vallées et notamment dans nos vallées alpines. Le projet Zero Emission Valley, accompagné par l'Europe, va pouvoir nous permettre d'investir des sommes extrêmement importantes au profit de cette politique. Parler aussi très brièvement de la transition numérique. La transition numérique, il faut l'accompagner notamment par la formation. Ce sont environ 15 000 emplois qui nous font aujourd'hui défaut dans notre région. Créer des écoles, notamment ce que nous avons fait avec l'école 101 au King Charles, à proximité de la région. C'est des formations très adaptées aux besoins des entreprises. Là encore, ce sont des investissements lourds et Juliette Jarry, qui est ici, qui est en charge de cela, ne cesse de nous le rappeler. La région doit être présente sur la transition numérique et elle doit l'être par l'investissement, notamment par l'investissement sur les infrastructures et sur la fibre. Et puis, choisir un 4e exemple,
c'est celui de l'éducation. Une société qui aujourd'hui bouge et évolue rapidement doit pouvoir compter sur un système éducatif très performant. Ce système éducatif, il relève de la nation, mais localement, pour les lycées, il relève des régions. Investir massivement au service des jeunes lycéens de notre région, c'est accompagner cette transformation de la société française. Sur cette mandature, nous investirons 1,5 milliard pour construire, rénover et surtout moderniser les lycées, faire en sorte que notamment ils puissent utiliser toutes les techniques numériques. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur l'accompagnement de cette transformation pour notre société. Peut-être qu'ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons plus de moyens et plus d'opportunités de le faire. Ce que nous avons voulu, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes se dote de capacités financières extrêmement importantes au service de cette transformation et qu'elle puisse ainsi mieux accompagner les entreprises de notre région dans leur création, dans leur ouverture à l'international, dans la nécessité qu'elles ont de se solidifier avec tous les dispositifs que l'on connaît sur l'accompagnement de notre économie. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé une agence. Ce n'est pas un service administratif. Elle est copilotée par le secteur privé, par les entreprises de notre région et par le secteur public. C'est une agence qui est à votre service pour assumer cette vaste transformation de notre région et de notre pays. Je vous remercie. Je vous en prie, merci Étienne Blanc, merci. Et n'allez pas trop loin parce que je crois que vous êtes l'un des remettants de l'un des 8 prix qui est remis ce soir. Je vais vous demander, Louis Gallois, de venir me rejoindre. Avant cela, il faut que je donne à Steven une pochette dont il a besoin. Installez-vous, je vous en prie. Je vais commencer par vous remercier véritablement au nom de toute l'organisation ici, au nom de la tribune, d'être là et de venir avec nous ce soir partager cette vision qui est la vôtre, vision de capitaine d'industrie, de grand capitaine d'industrie que l'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire, même si Denis l'a fait, l'a fait auparavant. On l'a fait souvent, celle-là. Vous êtes donc président du conseil aujourd'hui de surveillance du groupe Peugeot SA, président aussi de la Fédération des acteurs de solidarité, c'est-à-dire 870 structures qui luttent contre l'exclusion. Et ça, c'est important, Denis l'a souligné tout à l'heure. On arrête la petite bête, on continue. Président également de la Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées qui est dédié aux problématiques de l'industrie. Et puis votre parcours, il serait trop long à nommer, mais c'est celui d'un capitaine d'industrie qui a servi à la fois l'État et l'entreprise. On a nommé tout à l'heure les différentes entreprises à la tête desquelles vous avez été. Et puis vous avez également, et je tiens à le dire parce que c'est important dans le regard qui sera le vôtre ce soir et dans les messages que vous passerez à ces transformateurs, vous avez occupé différentes fonctions dans de nombreux cabinets ministériels, la direction du Trésor, le ministère de l'Industrie, l'économie, les finances, la défense, avec Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Bref, ce soir, vous partagez donc une triple vision, cette triple vision qui est la vôtre. La toute première question, Louis Gallois, que je voudrais vous poser est celle du message. S'il y en avait qu'un à faire passer à tous ces entrepreneurs, à ces chercheurs, à ces dirigeants d'entreprise, à ces dirigeants de PME, à ces start-upers, à tous ceux qui sont ici ce soir, et à ces 30 transformateurs dont 8 vont recevoir un prix, quel message face à ce monde difficile? Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité pour échanger avec vous. Un message, je prendrai la suite des deux intervenants avant moi, M. Lafay et M. Blanc. Optimisme. Moi, j'en ai marre du pessimisme dans lequel nous vivons. Et je dois dire que, heureusement, dans les entreprises, on est obligé d'être optimiste. Sinon, ça ne va pas. Mais si on était capable de donner cet optimisme à la société française, de faire en sorte que les gens regardent l'avenir de manière positive et pas comme une menace. Quand on interroge les Français sur l'avenir, ils pensent qu'ils seront moins bien dans l'avenir qu'ils ne sont aujourd'hui. L'âge d'or serait hier.
je trouve que c'est dramatique. Et si vous avez comme moi la chance de pouvoir voyager et que vous allez en Asie, ce sont des gens incroyablement optimistes sur l'avenir. Incroyablement optimistes. Mais vous allez aux États-Unis, les gens sont optimistes. Et je crois que l'Europe souffre profondément d'une vision de l'avenir qui est constamment présentée comme une semée d'obstacles, de dangers, de risques, de menaces. Je crois qu'il faut que nous changions de logiciel. Et je pense que pour changer de logiciel, il faut qu'on retrouve l'esprit de solidarité, c'est-à-dire que nous fassions communauté. On est beaucoup plus fort et beaucoup plus optimiste quand on fait communauté. Alors, à propos de communauté, ça me fait rebondir sur une des thématiques que nous voulions aborder ensemble, celle de la dynamique territoriale. On est ici dans une région extrêmement dynamique d'un point de vue entrepreneurial et le salon de ce soir le prouve, la présence de toutes les personnes qui sont là ce soir le prouve. Est-ce que ceux qui œuvrent localement, mais dont les actions ont une portée nationale, est-ce que faire communauté en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être l'un des leviers de la compétitivité nationale de notre pays? Comment est-ce que vous voyez les choses? J'en suis tout à fait persuadé. J'ai deux regards sur les dimensions territoriales. Troisième regard, d'abord, je suis originaire de province et j'ai vécu... je ne suis pas du tout parisien, je suis un provincial. Je me vis comme un provincial, même si je suis à Paris depuis un certain nombre de décennies. Vous êtes originaire du Sud-Ouest. Je suis de Montauban, Tarn-et-Garonne, 50 km au nord de Toulouse. Bien, donc j'ai deux raisons, deux angles de vision sur les territoires. Le premier, c'est territoire zéro chômeur. Il se trouve que je préside le fonds d'expérimentation de cette expérimentation qui consiste à éradiquer le chômage de longue durée dans des territoires bien définis, qui sont des petits territoires, mais où on s'attache à éradiquer le chômage de longue durée. Et on ne désigne un territoire comme expérimental que s'il a fait la preuve de sa mobilisation collective. C'est-à-dire si tous les acteurs du territoire s'y collent. Ça veut dire les élus, bien sûr. Ça veut dire les chefs d'entreprise. Ça veut dire les associations. Ça veut dire les chambres de métiers, chambres d'industrie. Ça veut dire les syndicats. Tous ceux qui sont présents sur le territoire et qui agissent doivent se réunir. Et moi, je constate que ça crée des dynamiques extraordinaires. Nous sommes en train, sur certains territoires, de faire disparaître le chômage de longue durée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chômeurs volontaires, parce qu'il faut être volontaire, comme ce n'est pas le travail obligatoire. Hein. Il n'y aura plus de chômeurs de longue durée sur certains territoires, plutôt des territoires ruraux, parce que c'est plus facile. Ça sera plus difficile sur les territoires urbains, mais on va le faire. Et là, j'ai vu ce que c'était que les dynamiques territoriales. Et vous disiez que j'étais à la fabrique de l'industrie également. On a décidé de faire une étude sur les territoires qui marchent. Alors, je ne vais pas prendre des territoires dans votre région, parce qu'il y en a trop. Mais la Vendée, territoire qui n'a aucun atout particulier géographique. La Vendée, il n'y a plus de chômage. Alors, la solution vient... Voilà. Pourquoi? Parce que les industriels se sont collés à cela avec quelques élus. Aux herbiers, il y a une solidarité des chefs d'entreprise, il y a une solidarité collective avec les élus qui fait que ce territoire est une zone de plein développement, de plein dynamisme. On pourrait prendre le bassin de Figeac dans le Lot. Il faut aller à Figeac, c'est complètement paumé. J'espère que personne n'est de Figeac dans la salle. Mais à Figeac, vous avez également pratiquement plus de chômage. Parce que vous avez eu un chef d'entreprise, le patron de Figeac Aéro, et un homme politique qui s'y sont collés. Et qui ont réussi à fédérer toutes les énergies. Je crois que c'est absolument capital. Et si l'État a un rôle, et je pense que l'État a un rôle, c'est la question sur laquelle je voulais vous amener. de soutenir ces territoires qui se prennent en main.
Parce que sinon, il peut verser de l'eau sur le sable. Si le territoire ne se prend pas à main, vous pouvez déverser des tonneaux d'eau, ça ne donnera pas de résultat. En revanche, s'il y a de l'énergie, s'il y a du dynamisme, s'il y a le sens du collectif sur un territoire, tout ce que l'État y met produit du développement et de la croissance et entretient ce dynamisme. Il faut donc faire communauté en temps... Il faut faire communauté. Ce n'est pas très facile pour les chefs d'entreprise, d'abord parce qu'ils ont beaucoup de boulot et ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Oui, mais il y a des leviers. D'autre part, c'est quand même des aventures individuelles de l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Donc c'est assez difficile pour eux de faire communauté, mais ce n'est pas du tout impossible, ils y arrivent. Et pour preuve, vous venez de nous le prouver. Oui. Une autre question très importante qu'on avait un petit peu... Je pourrais prendre la vallée de l'Arve pour prendre quelque chose dans la région. On aurait aussi pu parler de la région. C'est pareil, la vallée de l'Arve, c'est pareil. Le bassin de Yonah sur la Plasturgie. Il y a des lieux, quand on dit la France tout fout le camp. Non, là, ce sont des gens qui se prennent en main et qui réussissent. Donc votre message, faire communauté, faire ensemble, et ne pas être pessimiste sur une transformation qui est à construire. Si on n'est pas optimiste, on baisse les bras. Un entrepreneur ne peut être qu'optimiste. Il ne peut être qu'optimiste. Il doit être autre chose qu'optimiste, il doit être audacieux, ça a été dit. Il a accepté la prise de risque. Le risque, c'est la vie. Et il doit également être dans le mouvement du monde, parce que c'est là où il va saisir les opportunités pour entreprendre. Il faut donc une forte curiosité. Mais je pense que l'optimisme, c'est la pierre angulaire. Alors, il y a un autre sujet que vous vouliez aussi aborder ce soir, c'est celui du progrès, parce qu'on parle de demain, on parle d'avenir, on parle de transformation ce soir, et on récompense les personnes qui, comme vous le dites, bougent pour faire avancer les choses, toutes dans des catégories bien différentes, on va le voir tout à l'heure. Ça s'appelle le progrès, il faut du progrès technologique, mais l'homme que vous êtes prône aussi le progrès social. Est-ce que les deux doivent aller de pair ? Comment voyez-vous ? D'abord, je voudrais dire un mot sur le progrès. Je suis inquiet parce que je pense que on est en train de dire que le progrès est dangereux, que c'est un risque inacceptable. Il y a le principe de précaution. Le principe de précaution, personne ne peut être contre l'idée de faire attention et d'essayer de mesurer les risques. Mais quand ce principe de précaution vous empêche de travailler sur les nanotechnologies, sur la biotechnologie, sur le nucléaire, j'en cite 3 thèmes. Quand vous voyez qu'il y a une pression pour interdire la recherche dans un certain nombre de domaines, quand vous voyez que quand vous voulez faire un investissement, vous n'y arrivez plus. Je suis d'une région agricole, Montauban, il y a eu des projets de lacs, d'irrigation. Impossible de faire un lac d'irrigation en France. On veut faire une route, impossible de faire la route. Parce que je suis inquiet de voir cette France qui se bloque. Je peux comprendre les préoccupations écologiques et je suis, comme tout le monde, je dis qu'il faut travailler bien sûr sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, etc. Mais ça ne peut pas être un facteur qui nous bloque. Pas au détriment d'eux. Il ne faut pas que ça soit et il ne faut pas que ça devienne tellement envahissant qu'on ne s'occupe plus du reste, et en particulier du progrès social. Moi, je suis frappé par une chose qui est pour moi un sujet majeur de préoccupation pour la France, c'est la fracture territoriale. C'est le fait qu'il y a une partie de la France qui ne s'inscrit pas dans le mouvement, qui ne s'inscrit pas, comme on dit, dans la mondialisation et qui a le sentiment d'être à l'écart. Et qui a l'impression d'être abandonné. Alors je ne voudrais pas faire le parallèle avec les Gilets jaunes, mais enfin quand même, il y a un peu de ça derrière. Et je dis, c'est un sujet majeur pour notre pays. Il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Il faut réinventer un nouvel aménagement du territoire. Évidemment, très différent de celui qu'on a connu dans le passé, mais il faut prendre ça à bras-le-corps. Il y a en Europe 85 millions de pauvres. 85 millions, c'est la population de l'Allemagne. Dans le continent le plus riche du monde. Est-ce que c'est une situation tolérable ? Moi, je pense que ce n'est pas une situation tolérable. Il faut aussi, le progrès, il doit porter là-dessus aussi. Et comme vous dites, il faut le progrès technique. On a besoin du progrès technique, y compris pour les défis environnementaux,
qu'on ne surmontera pas sans progrès technique, mais il y a le progrès social aussi. Il y a ces populations qui attendent qu'on s'occupe d'elles. Hein. Moi, je vois ça. Il y a une misère inadmissible en Europe. On va ramener ça, si vous le voulez bien, à la taille de l'entreprise. Ce progrès social, vous dites, il doit exister. Est-ce que, remis à la taille de l'entreprise, comment vous, grand patron, grand capitaine d'industrie, avez-vous insufflé cette idée? Avez-vous réussi à l'insuffler dans les différentes fonctions qui ont été les vôtres dans les différentes... J'en suis pas du tout sûr. Hein. J'en suis pas du tout sûr, parce que, vous savez, le chef d'entreprise, il a d'abord à faire face aux défis de la concurrence, qui sont des défis... Moi, je suis actuellement dans l'industrie automobile, je ne suis pas en position opérationnelle, je suis président du conseil de surveillance. Mais c'est un métier terrible, une dureté incroyable, l'automobile. Alors, évidemment, il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise, c'est une communauté humaine. Et je vais plus loin. Je pense que l'entreprise n'appartient à personne. Le capital appartient aux actionnaires. Mais il y a d'autres parties, ce sont des parties prenantes. Mais le fait de posséder le capital ne veut pas dire que vous possédiez l'entreprise. L'entreprise, c'est une communauté humaine. Donc il faut que cette communauté humaine puisse s'exprimer. Et c'est pour ça que je suis pour le développement. Moi, j'ai géré Airbus, donc une entreprise franco-allemande. Il y a aussi des Anglais et des Espagnols, je ne voudrais pas les oublier, et des Américains maintenant. Mais largement franco-allemande. J'ai vu ce que c'était en Allemagne que la codétermination. Je ne pense pas qu'elle puisse être appliquée comme ça, qu'on puisse la dupliquer en France. Mais il y a quand même un niveau de dialogue social dans ces entreprises allemandes qui est incomparable avec ce qu'on connaît en France, et notamment une certaine confiance entre les partenaires. Oui, mais alors dans les partenaires, on inclut les syndicats en Allemagne, qui sont extrêmement présents dans les discussions. Ils sont extrêmement présents, ils sont parfois emmerdants. C'est très long. Moi, j'ai pu des choses que je réussissais à faire en 6 mois en France, il me fallait 18 mois pour le faire en Allemagne. Donc, c'est très long, mais ça entraîne, une fois que la décision est prise, elle devient solide parce qu'elle se fait dans l'accord entre les partenaires. Et les partenaires recherchent l'accord. Chacun défend son beefsteak, mais c'est on recherche l'accord. En France, il y a une défiance entre les syndicats vis-à-vis du patronat et le patronat vis-à-vis des syndicats qui est incommensurable. Quand j'ai fait le rapport sur la compétitivité, j'ai reçu les uns et les autres, que je leur dis comment on pourrait faire pour améliorer les choses. Une défiance totale. Et alors ça, je ne sais pas si ça progresse. Chez PSA, ça progresse. Alors, je veux dire, j'y suis pour rien, puisque c'est pas moi qui gère le dialogue social chez PSA, mais chez PSA, ça progresse, ce qui veut dire quand même qu'on peut avancer. En termes justement de relations, direction salariés de l'entreprise, est-ce que vous avez ce soir des conseils à donner à ceux qui, dans la salle, encore une fois, dirigent des structures de plus ou moins grande ampleur? Moi, je me garderai de donner des conseils, mais j'insisterai sur un seul point, c'est une vision. On a des salariés qui ne demandent pas seulement du boulot et de la rémunération, mais qui demandent du sens, de plus en plus. De plus en plus, ils veulent savoir pourquoi ils travaillent. Et je pense que c'est extrêmement riche. Moi, j'ai une expérience chez Airbus. On a fait pas un sondage, on a envoyé un questionnaire à tous les agents. 85% nous ont répondu en leur demandant un certain nombre de questions. On a pris une claque. Dans une entreprise où les produits sont magnifiques, où les technologies sont de pointe, où les conditions de travail sont acceptables, assez acceptables, où les rémunérations sont tout à fait correctes, ils nous ont dit, vous ne vous donnez aucun sens à notre travail. Donc ceux qui s'en sortiront, entre guillemets, en termes de dirigeants, ce sont ceux qui donneront du sens. J'en sais rien, mais ceux qui ne donneront pas de sens, ils auront des difficultés. En tout cas, qui en injecteront. Ce qui entraîne une profonde modification de la manière dont on travaille dans l'entreprise, parce qu'on ne peut plus prendre de décisions si on n'explique pas pourquoi on prend ces décisions. Et je crois que c'est extrêmement important que l'on soit
obligé de dire pourquoi on prend une décision. Comment elle s'inscrit? On a dit on a une stratégie. Comment la décision qu'on prend s'inscrit dans cette stratégie? Et je trouve que l'idée de la raison d'être aussi est intéressante. On va voir ce qu'elle devient. Si c'est un gadget ou si c'est quelque chose qui a du fond. Mais l'idée de dire l'entreprise, elle n'est pas uniquement là pour sortir des dividendes pour les actionnaires ou de la rémunération pour les salariés, elle est aussi là parce qu'elle a un objet social. D'ailleurs, ça se dit. Hein, on parle de l'objet social des entreprises. Et cet objet social, il se définit. Si on est capable de le définir, on explique aux salariés où on va, ce qu'on veut faire. Et après, bien sûr, c'est une contrainte, parce qu'il faut montrer concrètement qu'on suit ce qui a été dit. Et à mesure qu'on s'exprime, on prend des engagements, des quasi-engagements vis-à-vis des salariés. Mais je pense que c'est extrêmement sain, cela. Si on est capable de faire de la raison d'être quelque chose qui a de la substance, qui n'est pas, comme je le disais, simplement un gadget. Pour revenir sur le sens, cette quête de sens de tout un chacun, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle est liée à cet état du monde extrêmement difficile à comprendre, dérégulé, dans lequel les crises sont présentes, protéiformes? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que chacun demande à savoir pourquoi il est là, pourquoi il travaille et vers quoi on va? Parce que la transformation, elle est là aussi. Peut-être. Je crois aussi qu'elle est liée au niveau de formation des salariés. C'est élevé, donc ils sont plus exigeants, et les jeunes le sont particulièrement. C'est lié aussi au fait que la financiarisation, c'est-à-dire le poids extrêmement lourd des actionnaires dans les entreprises, le fait que pratiquement il n'y ait que leur voix qui pèse, fait de l'entreprise une sorte de marchandise. La comptabilité, les normes IFRS, pour ne pas les indiquer, vous conduisent chaque 31 décembre à dire combien vaut votre entreprise. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que l'entreprise devient une sorte de marchandise. Je pense que ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors, je crois que tout à l'heure, avec Gonzague de Blinière, qui, pardonnez-moi, je vous ai coupé, cher Louis Gallois, qui va venir s'exprimer, on verra, mais il va nous falloir attendre un petit moment avant cela, que la financiarisation n'est pas forcément un diable et qu'une finance responsable est possible. On verra ça tout à l'heure. Mais entre la finance responsable et la financiarisation, il y a une grosse différence. La finance, évidemment qu'il en faut. Les entreprises fonctionnent doivent dégager des bénéfices pour assurer leur développement, rémunérer le capital, c'est tout à fait normal. Les gens rapportent leur argent, il est normal qu'ils soient rémunérés. Moi, je ne suis pas du tout contre. Ce que je n'admets pas, c'est une sorte de dictature de l'actionnariat, qui n'est pas le seul patron de l'entreprise, encore une fois. Il a sa place, mais il n'a que sa place. Il y a d'autres choses qui doivent intervenir, et en particulier vis-à-vis des salariés, il faut donner du sens à leur travail. Ça ne peut pas être uniquement la valeur actionnariale de l'entreprise. pour terminer, Louis Gallois, parce que le temps qui nous est imparti, on arrive à la fin de cette séquence-là. Un mot de conclusion, une question un peu large, comme on ne les aime pas, mais je vais la poser quand même. Quelle France souhaitez-vous voir se dessiner demain, grâce aux actions de tous ceux qui, ce soir, vont être récompensés et qui œuvrent à la transformer? Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est une France qui se rassemble. Il y a un bouquin d'un, je ne sais pas comment on le cite, M. Fourquet, essayiste, qui parle de l'archipel que constitue la France, qui se disperse en communautés, et où chacun... Il parle même de la sécession des riches. C'est assez intéressant, comme concept, de voir que je trouve que... je pourrais dire que les pauvres s'engagent dans le marronnage. Si on prend la sécession d'un côté, on pourrait prendre les marrons de l'autre, qui étaient les esclaves, vous savez, qui partaient dans la forêt. Je pense que ça, c'est une France qui c'est pas la France. La France, c'est la capacité à se réunir, à se rassembler. Et on ne le fera pas si on ne crée pas les conditions de solidarité. Le ciment d'un pays, c'est le sentiment de la solidarité. D'ailleurs, M. Lafay le disait tout à l'heure. Je crois que c'est parfaitement exact. Je pense que c'est important. Et moi, je dis, la France est en Europe, et l'Europe lui donne sa force.
mais elle ne doit pas disparaître dans l'Europe. Je pense que la France a quelque chose à dire au monde, sans arrogance. Elle n'est pas la seule à dire des choses. Les Allemands ont des choses à dire au monde. Mais nous avons des choses à dire au monde. On ne peut pas laisser le monopole de l'expression de conception du monde aux États-Unis, à la Chine, aux États-Unis et à la Chine. On ne peut pas leur laisser. Il faut qu'il y ait de la diversité et la France peut apporter sa touche. Et je pense que l'Europe peut le faire. Mais l'Europe, vous savez, avant qu'elle s'exprime d'une seule voix, il va falloir du temps. Je pense que la France doit le faire et elle ne pourra le faire évidemment que si elle est rassemblée. Donc mon obsession, c'est de faire en sorte que la France soit rassemblée. Et encore une fois, le ciment de ce rassemblement, c'est la solidarité. Merci infiniment, Louis Gallois. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je vais vous laisser vous lever. On va vous laisser regagner votre place avant de passer à la séquence de remise de prix. Mais je vais demander à Jean-Christophe Tortora peut-être de venir me rejoindre avant de vous libérer. Parce que 8 prix sont remis ce soir, comme on l'a annoncé tout à l'heure, mais pas que. Et c'est Jean-Christophe qui va nous expliquer pourquoi pas que. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Finalement, j'avais envie de vous dire, cher Louis Gallois, j'aimerais bien vous recruter pour faire toute la tournée de Transformons la France. Je crois que ça nous ferait beaucoup de bien à tous les entrepreneurs. Je les ai vus très réceptifs ce soir et c'est vrai qu'on a besoin de messages d'optimisme. Alors, je tenais bien sûr à remercier Étienne Blanc, qui est parmi nous, et remercier Laurent Wauquiez parce qu'ils ont milité pour que cette tournée de Transformons la France débute par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons faire 13 régions, Louis Gallois, et on va essayer justement d'insuffler et de mettre en avant ces transformateurs, puisque c'est aussi le but, de montrer que la France, elle ne se transforme pas que depuis Paris, vous l'avez très bien dit. Nous partageons des mêmes valeurs avec Denis Lafay et vous, c'est qu'on est quand même plutôt des Girondins que des Jacobins. Et que... Je suis assez jacobin, mais avec une petite dose d'Occitanie de Montauban. En tous les cas, on voulait vous remettre un prix d'honneur, c'est-à-dire presque, j'allais dire, le prix du leader de ces transformateurs de la France, pour plusieurs raisons. Peut-être ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais je pense que vous avez peut-être l'un des seuls grands patrons à l'échelle mondiale qui a à la fois été patron sur le rail, dans le ciel, et maintenant sur les voitures et sur les mobilités. Et ça, je crois que vous pouvez vraiment l'applaudir et lui rendre cet hommage. Il me manque les bateaux. Hein. Et je dis ça... J'ai le mal de mer, alors... Et c'est vrai que vous êtes, je crois, le seul patron à l'échelle mondiale qui a fait les 3 métiers. Moi, j'ai regardé ça. La Tribune vous suit quand même depuis de nombreuses années. Vous avez le bonjour de Michel Cabirol, de tous nos journalistes à Paris. Mais quand on a touché le rail, l'aérien et aujourd'hui la voiture et les mobilités, on voulait, bien sûr, pour tout ce que vous avez accompli, pour ce que vous allez aussi accomplir par rapport à PSA, parce que vous avez évoqué un sujet très important, et je crois que c'est important pour tous les entrepreneurs, mais aussi pour cette région, c'est que demain, s'il y a plus de mobilité, il y aura moins de fractures territoriales. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous militons beaucoup, avec la rédaction ici du bureau régional de la Tribune, avec Denis Lafay, avec Stéphanie Steven. Donc c'est un enjeu important. Et le deuxième élément qui a pesé, bien sûr, dans ce choix de vous choisir étendard de cette tournée, c'est parce qu'on a besoin, bien entendu, aujourd'hui de leaders et de patrons qui à la fois concilient et qui réconcilient la mondialisation avec l'enjeu des territoires et l'enjeu local. Et vous le savez bien, il y a beaucoup de défiance de la part des Français sur la question de la mondialisation. Il y a cette peur. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être un des rares patrons en France à justement rassurer que la mondialisation, c'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont à la fois, qui génèrent la confiance qu'on pouvait la générer. Donc plus de Gallois, plus de confiance dans le pays. Et le troisième sujet, la troisième raison, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est que finalement, en tant que président de la Tribune, je ne devrais pas le dire ici en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est un Toulousain qui vous le remet également, et donc c'est aussi une amitié de l'ex-région Midi-Pyrénées. Voilà, merci Louis Gallois. Merci beaucoup. Merci.
J'espère seulement que le Stade Toulousain gagnera contre Clermont. Il y a des sujets dont on ne parle pas. Merci beaucoup Louis à Gallois. Et je voudrais en tous les cas remercier pour juste un petit vent d'optimisme. Profiter d'être ici à la fois devant les entrepreneurs, d'être devant Étienne Blanc, devant Daniel Cariotti qui est ici, de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et tous nos autres partenaires, notamment l'EM Lyon. C'est de dire aussi le vent d'optimisme. À Lyon, on parlait plutôt des médias nationaux qui quittaient Lyon. Et malheureusement, vous avez un phénomène national où on parle plutôt aujourd'hui des journaux qui ferment boutique, qui s'arrêtent. Moi, ce que je voulais vous dire, et je le dis avec Denis Lafay, c'est que nous sommes très heureux pour la Tribune d'être entré au capital à 51% du capital d'RH Éditions et de voir qu'après des années de disparition de médias qui ont quitté Lyon, d'avoir ici un bureau de la Tribune, un bureau avec une équipe formidable de 10 personnes. Donc vous voyez, l'optimisme aussi gagne l'industrie des médias. Je vous remercie. Excellente soirée. Merci Jean-Christophe. Alors voilà, ça y est venu le moment de remettre les 8 prix qui vont suivre maintenant. Je vais juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la chose parce qu'on va toujours cavaler contre le temps, ça c'est le drame de mon métier à moi. Chaque prix constitue à peu près, et chaque prix est reçu évidemment par le lauréat, il y a un remettant qui va remettre, et je demanderai à chacun un petit mot, qu'il soit remettant ou qu'il soit lauréat. Bien évidemment, on n'a pas un quart d'heure à chaque fois, et je vous demanderai, si vous êtes lauréat, si vous êtes remettant, d'avoir la gentillesse de respecter ce temps qui nous est imparti. Alors, on va commencer avec le prix territoire, mais avant cela, puisqu'on parle de transformant la France, slogan quasi politique, je trouve, mais ça ne l'est pas. On va commencer par essayer de voir ce que certains des partenaires qui sont les nôtres ce soir pensent de ce mot de transformateur. Qu'est-ce que c'est un transformateur? Qu'avons-nous voulu dire? En vidéo, tout de suite, quelques réponses. C'est compliqué de résumer une époque en une phrase. Je pense que ce qui est symptomatique, c'est la volatilité, la rapidité et les évolutions technologiques. Parce qu'en fait, les trois éléments s'imbriquent fortement. Avant, il y avait des révolutions industrielles tous les 100 ans. Aujourd'hui, on est confronté à des révolutions technologiques sous des environnements temporels inférieurs à 10 ans. Je crois qu'il y a 3 caractéristiques particulières dans cette société. 1, la vitesse de la transformation, et pas simplement des évolutions. 2, la concentration que cette vitesse va créer sur ces contradictions, des contradictions de plus en plus fortes. La 3e donnée importante, me semble-t-il, c'est l'instantanéité de l'information. Il nous faut, mais comme dans toute société, il nous faut des pilotes, des capitaines, des gens derrière lesquels on s'engage. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai en politique. Il faut que ces gens-là aient du sens dans leurs projets. Pour être écoutés, il faut que ces gens soient attentifs aux personnes qui les entourent. Ça, c'est clair, parce que sinon, tout seul, on n'avancera pas très loin. Un transformateur, pour moi, c'est quelqu'un qui ose, qui sait être disruptif, qui sait faire différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ce sont des personnes qui disent les choses, qui ont une capacité d'analyse, des visionnaires, le cas échéant, mais je le redis, qui réussissent à fédérer autour d'eux toutes les énergies parce que l'aventure solidaire ne réussit plus aujourd'hui. Alors un transformateur électrique, c'est quelque chose une machine qui transforme intensité et tension en d'autres valeurs d'intensité et de tension. Les transformateurs, c'est ceux qui arrivent à mettre plus d'intensité et moins de tension. C'est celui qui comprend d'abord les choses, et c'est celui qui est capable de les traduire et qui ensuite est capable de porter des projets. Ces transformateurs, ils sont très nombreux. Et ils sont dans les grandes entreprises, mais ils sont aussi dans les petites entreprises. Ils sont dans le foisonnement des start-up. Donc je crois que les caractéristiques essentielles, c'est la compréhension des mouvements du monde, c'est l'innovation et la création, c'est ce foisonnement de créativité qui fait leur force. Voilà, alors le premier prix que nous remettons ce soir, c'est le prix qui a été appelé prix territoire. Pour le remettre, je vais demander à Sylvain Bertrand, qui est directeur délégué de Sogelim Dixens, pardonnez-moi, de venir me rejoindre. On va vous remettre une enveloppe dans laquelle sont cités tous les nominés. Je les cite: Hugues de Bantel, Michel Lusseau,
et Bernard Devers. Alors, avant de nous révéler qui est le lauréat de ce prix Territoire, je voudrais simplement que vous puissiez, cher Sylvain Bertrand, nous donner un petit regard sur la raison pour laquelle Sogelim, que l'on connaît bien à Lyon et à qui l'on doit beaucoup de construction, à qui l'on doit, en matière de développement et de construction, beaucoup de réalisations. Pourquoi avez-vous choisi, l'un ou l'autre, les deux marches, de remettre ce prix en particulier ? Merci, bonsoir à toutes et à tous. En fait, mes intervenants précédents, que ce soit Denis Lafay, Étienne Tête ou président Gallois, ont tous parlé de sens. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, si l'on n'a pas de sens, on ne va pas très loin. Et dans l'interview que vous aviez faite il y a quelques jours, effectivement, la notion de sens, pour moi, est très importante. Et je m'aperçois qu'en fait, je la partage avec les intervenants précédents. Donc ça me réjouit. Alors pourquoi Sogelim s'est intéressé à la remise de ce prix ? Sogelim Dixan, c'est un groupe familial qui a 45, voire bientôt 50 ans d'existence et dont le métier est de transformer la ville en tant que promoteur et investisseur. Alors nous, on le fait pas à l'échelle de la France parce que c'est un groupe familial, donc il y a une dimension qu'on n'a pas, mais on le fait à Lyon depuis 45 ans, on le fait également à Paris depuis quelques années. Et une fierté, c'est d'arriver à transformer le paysage. Alors il y a des immeubles qui sont plus emblématiques que d'autres, mais bon, la tour Oxygène, la tour InCity, c'est très emblématique. Apicil, puisque j'ai vu qu'ils étaient co-remettants. Vous avez parlé de Seb tout à l'heure. On a eu l'énorme plaisir d'accompagner Seb dans son campus mondial. Donc c'est quelque chose qui est vraiment génial pour un promoteur. Et donc ça a beaucoup de sens. Allez, on va tout de suite regarder qui est lauréat de ce prix Territoire. Donc dans la catégorie territoire, le lauréat est Bernard Devers. Voilà, que j'invite à venir nous rejoindre. Je vous laisse lui remettre. Je vais le... Bonsoir, je vous donne un micro. Bonsoir Bernard Devers. On s'est vu tout à l'heure. Venez me rejoindre là, peut-être au milieu de la salle, de façon à ce que tout le monde puisse vous voir correctement. Je ne sais pas si on vous présente encore, Bernard Devers. Bien sûr, oui. Vous avez fondé Habitat et Humanisme en 1985. Vous œuvrez dans le domaine de la solidarité depuis ce moment-là et depuis toujours. Vous étiez prêtre au départ avant de passer dans l'immobilier en tant qu'agent puis promoteur. Vous êtes toujours prêtre. Habitat et Humanisme, c'est une fédération qui essaime partout en France depuis cette date-là et qui se déploie, le disait tout à l'heure Denis Lafay, autour de deux axes. L'habitat inclusif, donc faire en sorte que les plus fragiles puissent habiter dans tous les quartiers de la ville avec les plus aisés, et le logement adapté au vieillissement. Alors aujourd'hui, c'est 23 000 familles qui bénéficient d'un logement grâce aux actions d'Habitat et Humanisme. Moi, j'ai envie de vous demander, on parle de transformation, on parle de demain, qu'est-ce qui vous anime encore, Bernard Devers ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour faire mieux dans ce domaine ? Ce qui m'anime, c'est de voir des enfants qui sont dans des situations tout à fait difficiles. Un enfant qui vit la pauvreté, c'est aussi un enfant à qui, en fait, qui n'a pas d'avenir. Et donc, il y a une double peine. C'est tellement injuste, c'est tellement inique, que vraiment, il y a une invitation à se dire il faut bouger et faire bouger. Je vais prendre un exemple, je ne veux pas être trop long, mais voilà, sur la Pardieu, on a construit un immeuble, 40 logements, et on a fait une opération d'habitat inclusif, personnes âgées et des étudiants. Et on leur a dit, voilà, d'abord aux personnes âgées, vous avez 80 ans dans la tête, ou un peu plus, et donc vous avez toute une histoire, et une histoire à partager. C'est pas vrai que vous êtes une charge, ce n'est pas vrai que vous êtes inutile, vous avez quelque chose à apporter à notre société, vous pouvez la transformer. Et de dire aussi à ces populations plus jeunes, finalement, on a besoin de vous. Et de dire à un étudiant, un jeune, qui est aussi parfois en recherche d'insertion, on a besoin de toi,
Et naturellement que c'est la confiance, ça a été évoqué ce soir largement. La confiance fait grandir, la confiance permet aussi de s'inscrire dans une audace. Alors dans cette opération, il y a 3 ans, on a demandé qu'ils accueillent une famille syrienne qui avait a dû quitter en fait son pays en raison en fait de Daesh. Et tous ceux dans cet immeuble ont accompagné cette famille. Aujourd'hui, une vraie réussite, une véritable intégration. Puis depuis 1 an, je sentais bien que finalement, tout ça s'était un peu assoupi dans cet immeuble. Alors, je les ai rencontrés. Ils m'ont dit, ben voilà, on a réussi un peu quelque chose, mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on a décidé finalement aussi que, de nouveau, ils allaient accueillir une famille en difficulté. Et vous savez, si sur tout immeuble, il y avait en fait cette perspective-là, on gagnerait en 2 choses. On gagnerait en termes de fraternité, on gagnerait sur ce vivre ensemble, et on ferait reculer singulièrement en fait cette rupture par rapport en fait au logement. Au fond, ça demande de l'argent. Cet argent, naturellement, nous en avons besoin avec cette économie solidaire. Elle représente aujourd'hui presque 13 milliards d'euros, mais c'est pas suffisant. Mais cet argent, lorsqu'en fait vous corrélez cet argent en fait aussi à une capacité en fait d'hommes et de femmes de créer des espaces de liberté, des espaces de générosité, eh bien on transforme les choses, on change les choses. Voilà ce qui m'anime. Bravo, bravo Bernard Devers. Sylvain Bertrand. Je vous invite tous les deux, je récupère les micros, et je vous invite tous les deux à, pour la photo, vous positionner devant le panneau des partenaires. Pendant ce temps, j'appelle la personne qui va remettre le prochain prix. Il s'agit de Philippe Hassel. Nous passons au prix Santé. Philippe Hassel, venez me rejoindre. Vous êtes directeur de la communication du groupe Apicil, un partenaire depuis toujours. Je vous invite à venir me rejoindre, prendre un micro. On va attendre que la photo se termine. Messieurs, merci beaucoup. Le prix Santé, Philippe. Alors, je vais d'abord vous dire qui sont les personnes qui ont été nommées dans cette catégorie. Il s'agit de Fabrice Romano, d'Alexandre Mérieux, de Catherine Gindre et de Florence Agostino. Alors, avant de nous révéler qui est le lauréat, je vais vous poser la même question qu'à Sylvain Bertrand. Qu'est-ce qui a motivé un groupe qui, l'année dernière, fêtait ses 80 ans, qui œuvre dans le domaine de la prévoyance, à remettre ce prix en particulier qui est celui de la santé? Alors, j'ai compris qu'il fallait faire court. Je serai moins allégorique que mon patron sur la partie électrique. Bon, plus simplement, pourquoi la santé? J'ai presque envie de dire c'est une grande évidence pour nous. Hein. Comme tu viens de le dire, ça fait 80 ans qu'Apicil protège des salariés. Apicil, c'est une entreprise qui est pas comme les autres, déjà de par sa constitution, puisque c'est une entreprise qui a été créée par le patronat lyonnais. On est le dernier groupe de protection sociale à avoir un siège en région, et donc on est très fiers d'être à Lyon. Et donc, comme on le dit d'une manière assez simple, en fait, on est un groupe à but non lucratif au final, et on est gouverné par nos clients, que ce soit sous la forme paritaire ou mutualiste. Voilà, donc ça c'est un peu pour, on va dire, pour dresser le tableau. Ensuite, après, sur la partie santé, je crois que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Gallois, qu'il fallait faire communauté. Donc, je pense qu'on fait communauté, justement, par le mode de gouvernance que nous avons, et puis par le fait qu'on est aussi des acteurs du territoire, et que justement, sur les questions de santé, la question de santé, quand on est un assureur, on ne peut pas la faire tout seul. C'est-à-dire que si on n'intègre pas des dimensions de prévention, notamment, voilà, ou autres, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc voilà, effectivement, sur les questions de santé, on assure 2 millions de personnes quand même. Voilà, donc tout simplement, j'ai envie de dire, c'est une forme d'évidence de nous intéresser voilà, à ce secteur-là. Et ça fait sens. Voilà, ça fait sens, et au sens et aux acteurs qui peuvent... Voilà, quelle est la personne qui reçoit ce prix ce soir, Philippe? Alors, le lauréat est Alexandre Mérieux, président-directeur général de Biomérieux. Alors, Alexandre Mérieux... Je vais finir par dire que je suis très content parce que pour une fois, je remets un prix à une entreprise qui est plus vieille qu'Apicil, ce qui est assez rare, il faut bien le dire.
Je crois que c'est Alexandre 1897. Mérieux, pardon Philippe, est absent ce soir. Vous l'aurez compris, c'est Valérie Leldé, directrice exécutive ressources humaines et communications chez Biomérieux, qui vient le recevoir à sa place. Et je crois que vous avez un petit mot à nous dire de la part de Monsieur Mérieux. Tout d'abord, je veux partager avec vous son grand regret de ne pas être parmi vous ce soir. Il avait d'autres engagements qu'il n'a pas pu réorganiser, mais il tient à remercier le jury, les jurés et l'ensemble du public ce soir pour ce prix qui vient reconnaître l'aventure entrepreneuriale de Biomérieux, effectivement, qui trouve son origine il y a bien longtemps. Donc c'est vrai que la société a été créée il y a maintenant plus de 50 ans, en 1963, mais l'origine de la dynastie Mérieux, telle que Denis Lafay l'a décrite tout à l'heure, est bien plus ancienne, puisque d'ailleurs c'est un beau symbole de nous voir dans l'auditorium Pasteur, puisque en fait l'arrière-grand-père d'Alexandre, que vous reconnaissez aujourd'hui, Marcel Mérieux, a créé l'Institut Mérieux à la fin du 19e siècle, et c'était un élève de Pasteur. Donc c'est depuis la fin du 19e siècle que cette dynastie Mérieux s'est construite au fil des décennies, toujours ancrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le siège mondial de Biomérieux est à Marcy-l'Étoile. Alors quelques mots peut-être sur Biomérieux, même si le nom est connu dans la région, son activité peut parfois être un peu méconnue. Donc notre métier, c'est le diagnostic in vitro, c'est-à-dire qu'on conçoit, on développe, on produit et on distribue des instruments, des machines, également des réactifs, des services qui permettent de diagnostiquer la présence ou l'absence de bactéries, de pathogènes dans des échantillons, donc des prises de sang par exemple. Donc nos clients, c'est les laboratoires hospitaliers ou privés et parfois industriels aussi pour une partie de notre activité. Donc le diagnostic, c'est une valeur médicale pour que les médecins puissent prendre les meilleures décisions pour les patients, mais également une valeur économique puisque d'un bon diagnostic dépend un bon traitement et donc derrière potentiellement des économies dans le domaine des dépenses de santé. Voilà en quelques mots ce que Alexandre voulait partager avec vous. Je sais qu'il ne faut pas être trop long. Donc on est obligé. Un grand merci de sa part et encore une fois, il vous présente ses excuses de ne pas être avec vous ce soir. Merci à vous en tout cas Valérie Leldé. Même exercice. Je vous laisse remettre le prix devant le panneau des partenaires là-bas, Philippe. Voilà, pour la photo traditionnelle. Merci à tous les deux. Et j'appelle maintenant pour le prix suivant, qui est le prix mobilité, j'appelle Patrick Martin, qui va venir le remettre. Alors, on m'avait dit, tout le monde passe par là, mais ce serait peut-être plus simple, même si... Oui, venez, soyons simples. Venez, cher Patrick Martin, ça va se passer de ce côté-là. Je vous donne un micro, on vous remet une enveloppe. Et avant simplement de nous révéler qui est le lauréat de ce prix mobilité, je vais redire, parce que je pense que tout le monde doit être nommé, qui sont les personnes nommées ce soir. Valérie Bouillon-Delporte, Dominique Fernier, je crois que tout le monde apparaît à l'écran, et Louis Pelaez, j'espère que je prononce bien votre nom, monsieur. Voilà, Patrick Martin, vous êtes PDG de Mabeo, Martin Belaïsou d'Expansion, distributeur en fournitures industrielles. Pardon, je vous pose la même question qu'à tout le monde, mais qu'est-ce qui a motivé le fait pour vous, pour Mabeo, de remettre ce prix, qui est un prix important, parce que la mobilité de demain, elle est déjà en cours? Nous devons tous être mobiles. Je voudrais pour commencer m'associer aux propos de Louis Gallois sur l'optimisme auquel nous nous devrons, mais qui est finalement notre ADN. Je suis rentré cette nuit de la conférence de Montréal et j'ai pris un bain de jouvence chez nos amis canadiens qui font des choses extraordinaires en matière d'intelligence artificielle, en matière de transition écologique, quoi qu'on en pense. Le Canada est très en avance sur certains sujets. Et puis rappeler par la même occasion, mais j'ai presque ma casquette de président délégué du MEDEF quand je m'exprime ainsi. Je voudrais quand même qu'on ait tous en tête que sur une période très rapprochée, ces derniers jours, la France a été classée au 2e rang mondial par l'Université d'Yale en matière de performance environnementale, alors qu'on s'accable quotidiennement à cet égard, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas adresser ces sujets-là. A.T. Kearney a placé la France au 5e rang mondial en termes d'attractivité, et plus récemment encore, EY a placé la France au 2e rang européen
devant l'Allemagne, ça n'est pas si fréquent en matière d'attractivité également. Donc je crois qu'il faut qu'on soit conscient, sans fanfaronner, hein, des grandes forces que l'on a et notre capacité collective à faire des choses absolument extraordinaires. Soyons positifs. Alors, bien évidemment, le contraire ne mène à rien de toute façon. Alors sur ce sujet spécifique, hein, évidemment, on a de grands défis devant nous. Étienne Blanc l'a dit tout à l'heure, notre région est en flèche sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a une dimension qu'on a tous en tête, mais qu'il faut rappeler quand même, hein, c'est que ça doit être l'occasion pour nous d'accompagner, d'aider à la transformation de nombreux secteurs d'activité, et que là où parfois on a tendance à voir ces sujets de mobilité, ces sujets d'environnement, ces sujets de nouvelles technologies de manière presque punitive et un peu anxiogène, en réalité ce sont des opportunités extraordinaires si nous savons, et c'est typiquement le cas dans la région, si nous savons mettre les choses en perspective, de sorte qu'on crée des opportunités de développement, on crée des opportunités d'investissement. Très bien. Alors, on va essayer de suivre vos propos. On va essayer enfin, la personne qui va recevoir, et les autres d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de personnes nommées, et donc de comprendre que c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route. Qui reçoit ce soir? Patrick Martin, je vais vous demander d'ouvrir l'enveloppe. Je finis en disant que mon entreprise est tout à fait dans cette tendance, puisqu'elle va investir sur les 750 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'elle réalise, elle va investir 25% de son chiffre d'affaires dans les trois prochaines années sur ces sujets-là, de modernité, de transformation, de mobilité. Et nous en venons à l'essentiel. Donc vous êtes bien placé pour remettre ce prix qui revient à... Qui revient à... Je vais vous aider. À Valérie Bouillon-Delporte. On vous remet un micro. Valérie Bouillon-Delporte, bravo. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie hydrogène du groupe Michelin, on l'a cité tout à l'heure. Et j'ai envie de lire quelques lignes que j'ai lues de vous, parce que ça m'a paru extrêmement important. Vous êtes une battante, une militante, engagée, transformatrice, énergique, qui compte bien à son niveau jouer un rôle majeur dans la construction de la mobilité de demain. On sent une rage de transformer les choses. Vous êtes la Madame Hydrogène du groupe Michelin, on l'aura compris, mais vous êtes aussi présidente d'une association qui s'appelle Hydrogène Europe. Qu'est-ce qui vous motive à vous dire que cette rage de transformation, elle passe par l'hydrogène dans la mobilité de demain? Alors, plutôt que rage, je préfère utiliser le terme conviction. C'est la conviction qui me porte. Et puis, j'ai eu la chance de tomber dans une marmite d'optimisme petite. Ça aide aussi. Je pense que le fait de travailler dans un groupe comme Michelin, qui envisage la mobilité durable de façon optimiste, ça change tout. Ça permet aussi de changer une entreprise qui, depuis plus de 130 ans, œuvre pour la mobilité durable et qui a décidé, a annoncé tout récemment, même si on travaillait sur le sujet depuis fort longtemps, de faire de la mobilité hydrogène un de ses fers de lance pour construire le Michelin de demain. Alors, je vous rassure, hein, on va encore faire pendant longtemps plein de pneumatiques, ça ne change pas, mais des pneumatiques aussi pour véhicules électriques. Donc la mobilité hydrogène s'inscrit dans ce cadre. On a annoncé récemment donc, le projet de joint venture avec un autre équipementier de premier rang, Faurecia, pour faire d'une entreprise locale, grenobloise, Symbio, qui fabrique des prolongateurs d'autonomie hydrogène, le leader mondial des systèmes à hydrogène. Alors, ça passe aussi par un certain nombre d'engagements, toujours dans le cadre de mes fonctions pour Michelin, au sein de ce partenariat public-privé avec la Commission européenne pour porter les sujets de la mobilité hydrogène et faire de cet élan solidaire des actions, des réglementations, aussi bien sur la partie mobilité que sur l'énergie. Et puis on a aussi la chance, et M. Blanc l'a très bien exprimé, d'être dans une région qui elle aussi a des convictions et qui a décidé de faire de la mobilité hydrogène un cheval de bataille. Il faut savoir que le projet Zero Emission Valley est le plus gros projet à l'échelle européenne de mobilité hydrogène. 20 stations, 1000 véhicules qui vont bénéficier de subventions et qui vont permettre à des professionnels, dans les mêmes conditions d'usage qu'un véhicule thermique, d'avoir des véhicules zéro émission. Ce projet, il est à la base du plan national hydrogène qui a été dévoilé l'année dernière. Et il est aussi à la base, et je fais fort de porter ce sujet, au niveau de la Commission européenne, il est à la base du concept de vallée hydrogène. Et tout récemment, il a fait l'objet d'une plateforme mondiale au sein d'un consortium mondial pour porter les initiatives à l'échelle des territoires.
Donc oui, je revendique le statut de militant du progrès responsable. Et je voudrais conclure en disant qu'il ne faut pas voir la transition écologique comme un coût. C'est une formidable opportunité, à la fois humaine, sociétale et surtout industrielle, pour des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. Un grand merci. Je vais récupérer votre micro et je vous laisse, pareil, aller vous mettre devant le mur qui est là, en me laissant vos micros, pour remettre ce prix à Valérie Bouillon-Delporte. J'enlève le mot de rage et je vous restitue celui de conviction. Bravo Valérie Bouillon-Delporte. Nous allons, pendant que la photo se fait, passer maintenant au 4e prix qui clôt la première partie de cette soirée, avant une petite conférence de Gonzague de Glinière, c'est le prix écologie. Pour le remettre, je vais demander à Étienne Blanc de revenir sur scène. Vous étiez là tout à l'heure, Étienne Blanc, et c'est vous qui allez remettre ce prix. Avant de vous laisser ouvrir l'enveloppe, je vais quand même dire, là encore, qui est nommé dans cette catégorie-là. Marie-Hélène Grammatikov, qui est PDG de Lactips, Roland Arnaud, qui est PDG de Fontanille, et Elisabeth Hérault, présidente directrice générale de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR. Voilà. Étienne Blanc, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la région a eu à cœur de remettre, enfin vous représentez la région et vous avez eu à cœur de remettre ce prix écologie qui quand même englobe un sujet extrêmement vaste. Je vais quand même vous laisser nous redire pourquoi celui-ci en particulier. D'abord parce que quand on regarde le résultat des scrutins depuis une vingtaine d'années, on voit bien que la préoccupation écologique devient une priorité essentielle. Et on le voit aussi quand on analyse l'opinion des jeunes Auvergnats et Rhône-Alpins, c'est la priorité. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que ça vient avant l'emploi, ça vient avant la sécurité. C'est un sujet qui est considéré par les jeunes de notre région comme une priorité absolue. Puis la troisième chose, on est dans une région industrielle, c'est une grande région industrielle européenne. Le président gallois le disait tout à l'heure, on est dans un pays qui donne parfois le sentiment de ne plus croire au progrès. Et bien dans une région comme la nôtre, où on a un foisonnement de dispositifs de recherche, l'université, Lyon, Saint-Étienne, avec son classement IDEX, en est une belle démonstration. Les entreprises et la part de leurs résultats qu'elles affectent à la R&D, c'en est aussi une très belle démonstration. Les réponses aux questions écologiques, elles passeront par plus de recherche, par plus d'investissement, par plus d'innovation. Le retour en arrière n'est pas une réponse. Le progrès, la recherche et l'innovation, c'en est une belle. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voudrait que ce soit ça. Une région phare pour apporter des réponses avec des techniques nouvelles à ces sujets qui sont si prenants pour l'opinion. Merci de votre réponse. Je vais vous demander d'ouvrir l'enveloppe et de nous dire qui de ces trois, je ne me trompe pas, nominés, reçoit ce prix écologie ce soir. Le lauréat est Marie-Hélène Grammatikov. Présidente, directeur général. Venez, Marie-Hélène, n'ayez pas peur. Prenez un micro. Et venez nous rejoindre. J'ai envie de dire, en parlant de vous, quel paradoxe pour une transformatrice que l'on récompense ce soir. Au début de votre carrière, vous étiez ingénieur plasturgiste. Vous l'êtes toujours, j'imagine. Mais aujourd'hui, votre quotidien consiste à trouver des solutions pour supprimer le plastique. En 2014, vous avez créé Lactips et vous avez aujourd'hui trouvé une solution chez Lactips qui est de créer du plastique à partir de protéines de lait qui sont, si je ne me trompe pas, récupérées dans les surplus de production. Qu'est-ce qui vous anime, vous, transformatrice? Pardonnez-moi, j'ai peut-être dit des bêtises, je vous laisse. Très exactement. J'ai commencé chez PSA, chez Forestia, en développement de tableaux de bord. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai été une plasturgiste. Oui, effectivement, j'ai été prise de la conscience écologique en 2004. Et tout comme mon associé chercheur, nous avons cessé d'être tous les deux polyméristes. Donc moi j'ai fait de l'entrepreneuriat, lui il était chercheur, donc il a commencé à chercher non pas sur la synthèse des polymères, mais sur l'utilisation de ressources naturelles renouvelables. Donc je salue l'université de Saint-Étienne, l'UJM encore une fois. C'est l'objet d'un transfert de technologie
cette entreprise Lactips fabrique du plastique sans plastique, qui est une solution non pas à la destruction de la filière des matières plastiques, puisque dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 2 pôles de plasturgie qui sont essentiels. C'est une grosse potentiel, c'est un énorme potentiel de développement de compétences, de savoir-faire que nous avons sur notre région, donc sur Oyonnax et sur la zone de Sainte-Sigolène, donc 2 plateaux complètement différents. Et nous représentons non pas la destruction, mais la transformation de la filière des matières plastiques. Et j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu, qui était enlever le plastique de nos océans, mais pas de nos industries. Donc voilà, donc c'est une perche lancée sur effectivement la conservation de nos emplois, la conservation de nos entreprises, mais l'utilisation de l'innovation comme facteur de compétitivité de la France, comme facteur de transformation. Vous transformez la matière pour transformer la société, en quelques mots. Bravo. Je vais vous laisser applaudir Marie-Hélène Grammatikoff, oui. Et vous laissez tous les deux aussi pour une photo comme les autres, vous diriger vers ce panneau. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie qui remettait les 4 premiers prix de ce soir. 4 autres prix seront remis bientôt. Mais avant, je voudrais, Monsieur Deblinière, vous inviter à venir me rejoindre. Bonsoir Gonzague Deblinière, je vais vous laisser prendre un micro, je vais m'effacer parce que j'ai plus grand chose à dire. Vous me laissez tout seul là. Et je vais vous laisser, je vais vous laisser la parole. Vous êtes, je vous présente juste en 2 mots, cofondateur. En 2013, vous avez cofondé avec Clara Gaymard une société qui s'appelle Raise, une entreprise a priori pionnière en France dans le domaine de l'investissement. Votre credo à vous, c'est pour ça que tout à l'heure je vous regardais, c'est que l'on peut inventer à la fois une autre manière d'entreprendre, mais aussi que l'on peut faire de la générosité et de la sagesse un petit peu l'épicentre de l'entreprise. C'est votre credo et je vous laisse nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Écoutez, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu le mot optimisme, le sens, le partage, l'engagement, la responsabilité, être solidaire. Alors, je vous propose de regarder une toute petite vidéo et après, je vais vous dire ce qu'on a fait avec Clara Gaymard. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour créer une économie où, dès le départ, on crée son entreprise en disant le purpose de mon entreprise, c'est finalement peut-être de donner, de partager. Et on a décidé avec l'équipe de donner 50% de ce fameux bénéfice qu'on fait quand on fait une plus-value à une fondation pour l'entrepreneuriat qui s'appelle Raise Sherpa. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. Moi, je suis un investisseur, ça fait depuis mars 80 que j'investis dans des entreprises, et puis dans un métier qui s'appelle le capital investissement.
Mais depuis 15 ans, 20 ans, j'ai toujours été très engagé dans l'entrepreneuriat. J'ai participé au réseau Entreprendre, que beaucoup d'entre vous connaissent. J'ai participé à la Business Angel des cités quand les banlieues ont brûlé. J'ai participé à l'Agence pour le droit à l'initiative économique. Bref, j'ai essayé, comme tous les entrepreneurs le sont, d'être généreux. Et il y a un truc qui m'insupporte, c'est que soit vous êtes généreux et vous êtes un peu un bisounours, soit vous êtes du côté du profit et vous êtes un sale capitaliste. Mai 2012, en plein French bashing, je déjeune avec Clara Guémard et en sortant du restaurant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, première de couve de Libération, Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. Et ça, c'est juste pas possible. Quand on aime son pays, quand on a envie d'être solidaire, quand on a envie d'être le premier, quand on a envie de pousser en avant tous ces entrepreneurs de France, on ne peut pas accepter ça. Alors je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas trouver un truc simple, où je n'ai pas besoin de faire la quête, pour finalement aider de façon philanthropique les entrepreneurs, créer une fondation, mais qui soit nourrie par mon propre métier. C'est vraiment un cri du cœur et un cri de colère. En 2014, on a été voir toutes les grandes réussites françaises, on leur dit, voilà, on va créer un truc qui est bienveillant, citoyen et rentable. La première personne qu'on a rencontrée, d'ailleurs, c'était Christophe de Margerie, qui nous avait dit, écoute, votre truc c'est génial, il faut y aller foncer. Et on leur a dit, voilà, vous allez investir dans une entreprise qui s'appelle une Raise Investissement. Et nous, l'équipe, c'est pas vous qui allez être généreux, nous, l'équipe qui gérons ce métier, on va donner 50% de ce qu'on gagne à notre fondation. Je vous fais l'histoire courte, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que le monde de la finance change. Et les entreprises aussi, elles sont un exemple pour nous. Aujourd'hui, on a près d'1 milliard d'euros. On a 40% investis dans les entreprises, des PME, dont une qui est à Lyon, qui s'appelle Carso d'ailleurs. On a 150 millions d'euros dans le venture capital. On a investi dans 10 entreprises. On a 300 millions d'euros dans l'immobilier. Et il vient récemment, grâce à la Fondation de France, de lever 100 millions d'euros dans l'impact. Mais au cœur de ces 4 activités, notre fondation, qui s'appelle Raise Sherpa, a 26 millions d'euros. Elle a collecté 26 millions d'euros. Et ces 26 millions d'euros sont totalement dévoués, de façon philanthropique et bénévole, à aider les startups. On en a reçu près de 2000 et on en accompagne 250 dans différents programmes, des prêts d'honneur, de l'accompagnement, etc., etc. Nous sommes uniques au monde. Le monde du capital investissement qui donne 50% de ce qu'il gagne à une fondation, ça n'existe pas. Et finalement, on s'est rendu compte que de le faire, ça nous rendait encore plus profitables. Et comme on était encore plus profitable, on pouvait donner encore plus à notre fondation. Et c'était un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on voudrait faire changer dans le monde de la finance. Alors après, on a créé ce fameux MEB, ce mouvement pour l'économie bienveillante. C'est très simple. On a déjà près de 4500 entrepreneurs qui ont signé, j'espère que dès ce soir dans le train, Louis Gallois va signer ce mouvement. J'en suis absolument certain. Monsieur Blanc aussi, enfin vous tous, je regarderai si vous avez bien signé. C'est très simple. Si vous décidez de partager de façon systématique à une œuvre, à une cause dans laquelle vous engagez vos salariés, eh bien tout est mieux. Les employés, ça vous redonnez un sens au travail des gens qui bossent chez vous. Vos clients vous trouvent plus éthiques parce qu'ils voient ce que vous faites pour la société, puis la société s'y retrouve. On a plein d'autres exemples comme ça. Nous, on a lancé ce mouvement, mais il ne nous appartient pas. On a été un peu le texte martyr où on a lancé cette charte, mais c'est un simple mouvement qui vient du bas, qui vient de la base. Je peux vous donner des exemples comme par exemple Nature et Découverte. Nature et Découverte, une entreprise qui, dès qu'elle a été créée, a décidé de donner 10% de son résultat à une fondation pour l'écologie. Elle a collecté près de 13 millions d'euros qu'elle a dispersés à des associations pour défendre le putois de Picardie ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, elle a été extrêmement efficace. Et si vous allez chez Nature et Découverte, il y a un autre esprit. Et les gens qui bossent chez Nature et Découverte peuvent participer à ces dons. Aquo dans l'énergie, une start-up qui s'appelle la Fabrique à Cookies, qui a décidé de distribuer aux SDF locaux, des points de vente, tous les cookies qui étaient invendus dans la journée. Voilà. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de généreux par nature. C'est quelqu'un, bien sûr, qui est enthousiaste et qui est optimiste. Mais si on ne décide pas de partager de façon systématique, l'État ne peut pas tout faire pour nous. Nous, les entreprises, vous, les entrepreneurs, vous êtes extrêmement impliqués dans la société. Donc, si vous décidez de partager, comme le fait beaucoup d'entre ceux qui ont signé le MEB, eh bien, je pense que tout est mieux. Et on pourrait, si on le fait, éviter ce capitalisme stupide, court-termiste, où on va chercher l'euro, toujours l'euro de plus, le populisme, bref, des crises vers lesquelles on va. Je pense qu'on a la conviction chevillée au corps avec ces 4500 signataires, plus vous tous ce soir, j'espère, que quand on partage, quand on donne du sens à son entreprise, quand on remet au cœur de l'entreprise la raison d'être et qu'on le fait de façon systématique, tout va mieux. Vous savez, il y a deux mondes qui sont en train de se créer.
Il y a le monde de l'entreprise et du capitalisme qui ne fait pas rêver les jeunes. Et puis il y a le monde des ONG, des fondations, des associations qui fait rêver les jeunes. Ces deux mondes ne se partagent pas, ne se parlent pas. Et le monde associatif ne vit qu'au rythme de la quête qu'il fait au monde du capitalisme. Il faut que ces deux mondes se rejoignent. Il faut que l'impact devienne systématique. Il faut que la générosité devienne un réflexe et presque un mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement chez Rage. C'est comme ça qu'on a réussi plus vite que d'autres à collecter ce milliard et l'investir dans les entreprises. Voilà, c'est notre credo. Je voulais le partager avec vous ce soir. Merci infiniment, Gonzague de Blinière, pour cette petite note extrêmement engageante qui, je pense, nous fait tous nous dire qu'on a envie d'y aller. On va passer aux 4 derniers prix de cette soirée, et aux 4 derniers, on en est déjà au 5e. On va remettre maintenant tout de suite le prix éducation. Pour le remettre, je vais demander à Michel Coster. Je ne sais, voilà, vous êtes là, de venir me rejoindre. Vous êtes directeur de l'incubateur EM Lyon Business School, professeur en entrepreneuriat. Bonsoir Michel Coster, je vous passe un micro. Merci, et bonsoir. Avant de citer qui sont les personnes nommées ce soir, je vais simplement vous poser la même question. Eh oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'éducation fait partie de ce qui doit être transformé demain ? Écoutez, EM Lyon est à la pointe de la transformation dans l'éducation. Je crois qu'on a engagé, parce que les jeunes changent, la façon d'apprendre des jeunes change, le numérique est arrivé et il faut transformer le modèle d'enseignement. Il est transformé par notamment des approches du numérique, et on ne peut pas être en retrait face à l'évolution de la jeunesse qui ne veut plus apprendre comme elle a toujours appris jusqu'à maintenant. On a engagé un investissement sans précédent dans la transformation de l'enseignement à l'EM Lyon par l'innovation pédagogique et par le numérique. On a une quinzaine de chantiers qui sont aujourd'hui ouverts et qui vont permettre de profondément modifier la façon d'apprendre demain. C'est une chose qui nous semble irréversible, et pour autant, on a entendu les questions de sens, bien entendu, d'humain. On n'enlève pas l'humain dans le modèle d'enseignement. On va donc réconcilier le numérique et l'humain. C'est fondamental pour un modèle durable d'enseignement de demain. La deuxième chose, et je terminerai par là, EM Lyon, c'est aussi une terre d'entrepreneurs depuis plus de 30 ans. Et les startups participent fondamentalement à ce mouvement de rénovation, de transformation, de rupture de modèle d'enseignement. Pour preuve, nous avons développé depuis 2 ans maintenant un accélérateur spécialisé dans l'éducation qui accompagne chaque année une dizaine de startups. Et ces startups sont les plus innovantes dans les modèles pédagogiques de demain. Nous accueillons en ce moment 5 startups qui expérimentent leurs solutions sur notre chaîne de valeur pédagogique. Et donc pour ces 2 raisons, à la fois les startups et à la fois notre profonde transformation pédagogique par le numérique, Lyon était bien placé pour remettre ce prix de l'éducation. Alors, vous allez nous dire qui reçoit, mais avant, je vais simplement redire qui a été nominé, qui était nommé dans cette catégorie. Thierry Debarneau, Sophie Touzé, Cyril Issane, on les voit là, je ne dis pas leurs fonctions car vous pouvez les lire, je pense, Karim Mahmoud Vintam et Dory Bruyas. Et je laisse à Michel Coster le soin de nous indiquer qui reçoit ce prix éducation ce soir. Dans la catégorie éducation, donc le lauréat est Dory Bruyas. Bonsoir Dory Bruyas, bravo à vous. Mettez-vous là, mettez-vous à côté de Michel Coster. Je vais très rapidement, simplement, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que fait Fréquence École, que vous dirigez et qui est une association qui existe depuis 20 ans. Ceci étant dit, vous, votre credo à vous, ce qui vous fait vous lever encore tous les matins aujourd'hui, c'est vous dire que former les jeunes au numérique dès le plus jeune âge, c'est vraiment la façon de transformer la société. Est-ce que c'est bien ça? Alors, absolument. D'abord, je voudrais vous remercier, évidemment, pour ce prix qui vient, du coup, récompenser l'intérêt général aussi, puisque Fréquence École est une association d'intérêt général qui a aussi la grande chance de promouvoir un événement qui s'appelle Super Demain à Lyon, qui aura lieu cette année encore au mois de novembre, et qui permet en effet d'accompagner dès le plus jeune âge la question du développement des compétences numériques. Alors, c'est un sujet qui paraît aller de soi. Ils sont nés avec le numérique, ils seraient naturellement compétents avec la question du numérique. Et en fait, ça n'est pas tout à fait le cas. On se rend compte qu'il y a énormément d'inégalités en matière de compétences numériques et que finalement,
Fréquence École, c'est ça notre métier, c'est lutter contre les fractures sociales et les fractures numériques pour permettre à chacun de se saisir du potentiel du numérique, évidemment, mais aussi d'accompagner la transformation du numérique de l'éducation et de se poser des questions évidentes et importantes en termes de pédagogie, des logiques d'équipement et de remettre du sens aussi dans ce qui est promu, développé aujourd'hui sur la question de l'éducation numérique. Peut-être aussi dire que j'ai une autre casquette qui est la Fondation Elle Digital et que du coup, à ce titre, là aussi, je me bats, je milite pour la place des femmes dans le secteur du numérique qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, reste un terrain extrêmement inégalitaire. Alors un petit chiffre qui quand même mérite d'être donné. Je crois qu'en 1984, on avait 25% de filles dans les écoles d'ingénieurs en informatique. Aujourd'hui, on est à 11%. Ce qui fait qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas mieux. Et que non seulement on crée des fractures sociales, territoriales en matière d'éducation numérique, mais on crée aussi une fracture de genre et qu'il faut continuer du coup de défendre la place des femmes dans le secteur du numérique parce que l'Internet de demain ne peut pas être simplement un monde d'hommes bien nantis. Il faut que ce reste un territoire égalitaire. Voilà. Merci à vous. Bravo pour cette transformation. Je vous demande tous les deux, même exercice que vos prédécesseurs, de vous rendre devant le panneau là, et ça me permet d'enchaîner. On a pris du retard évidemment, d'enchaîner avec le prix cybersécurité. Ce prix va être remis par Daniel Cariotis, qui est directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Daniel Cariotis, merci de me rejoindre et de me dire, comme vos prédécesseurs, pourquoi. Voilà, la grande question c'est pourquoi, mais avant le pourquoi, je vais simplement expliquer, enfin de donner les noms des nominés. Thierry Rouquet, Karine Bannelier, Théodore Christakis, et il ne me manque personne. Alors je vous laisse nous dire pourquoi avant d'ouvrir l'enveloppe. Daniel Cariotis. Alors c'est vrai que c'est une thématique un peu plus technique que celle qu'on a pu voir jusqu'à présent, ça peut même faire un peu peur, mais enfin ça fait un lien avec les notions de progrès qu'on a évoquées jusqu'à présent, parce que dans l'histoire de l'économie, il n'y a pas de progrès sans nouvelle génération de risques. Il y a toujours des risques nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude d'apprendre qui apparaissent. Et c'est vrai que l'émergence des nouvelles technologies, de la digitalisation, de la numérisation, fait apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle la cybercriminalité. La cybercriminalité renvoie à la cybersécurité. Et si je devais simplement vous donner quelques chiffres pour vous conforter dans l'idée que c'est un sujet majeur pour l'économie en général et toutes les entreprises en particulier, on estime environ qu'en 2017, il y a eu 700 millions d'attaques informatiques, que les cyberattaques ont coûté à peu près 6 milliards et demi aux entreprises françaises et un peu plus de 600 milliards pour l'ensemble des entreprises à travers le monde. Et on estime que ces chiffres pourraient doubler d'ici les 5 prochaines années. Donc c'est un sujet central et c'est la raison pour laquelle je pense aussi que c'est un sujet qui touche la banque. Et c'est pour ça que je suis très heureux de le remettre au nom de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a du sens, encore une fois, et moi j'ai envie de dire c'est un sujet transverse qui touche, effectivement, vous l'avez dit, pas mal de sujets que nous avons abordés ce soir. Je vous laisse nous dire qui reçoit le prix ce soir. Peut-être que des hackers ont retiré. Non, les hackers ne sont pas passés par là. Ah, on ne sait jamais, vous savez. Donc le lauréat est Karine Bannelier. Karine Bannelier. Karine Bannelier, bonsoir. Je vous donne un micro parce que vous avez tellement de choses à nous dire. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vais juste rapidement, avant de vous demander un petit peu quels sont les enjeux qui derrière tout cela, quels sont les enjeux de cette cybersécurité sur laquelle vous œuvrez beaucoup. Un petit peu votre parcours au départ, vous êtes maître de conférences en droit international, vous êtes spécialiste du droit de la guerre, et puis aujourd'hui votre sujet c'est la cyberdiligence. La cyberdiligence, c'est un concept que vous avez créé en réalisant, au travers de votre parcours extrêmement varié et brillant, l'importance du sujet. Donc vous avez lancé un réseau de recherche multidisciplinaire, on voit le nom là, c'est le Cyber Security Institute. Maintenant, je vais m'arrêter là parce qu'on a pris pas mal de retard, je pourrais continuer longtemps, tellement le sujet est majeur. Pour vous, pourquoi est-ce que cette cybersécurité est un enjeu si important? Eh bien, comme M. Cariotis vient fort bien de le dire, les enjeux des cyberattaques sont des enjeux majeurs pour les États, pour les entreprises. Le coût de ces cyberattaques donne le vertige. Et si c'est un coût pour l'instant
principalement financier. Ce coût pourrait être humain demain si des cyberattaques sont conduites contre des infrastructures vitales. Et ces cyberattaques, elles ne connaissent pas de frontières. Elles ne connaissent pas de frontières et donc elles posent toute une série de questions juridiques du point de vue du droit international. Et parce qu'on sait que derrière les attaques les plus sophistiquées aujourd'hui se cachent des États qui utilisent parfois des acteurs privés pour conduire ces attaques. Et puis nous avons aussi des États qui tout simplement laissent des entreprises développer des outils cyberoffensifs, les vendre, les utiliser. Et puis enfin, nous avons des entreprises qui sont victimes de ces cyberattaques et qui souhaiteraient passer d'une posture purement défensive à une posture de contre-attaque et utiliser des techniques donc cyberoffensives, c'est ce qu'on appelle le hackback. Alors cela pose évidemment d'énormes questions sur le plan du droit international et au sein du Cyber Security Institute, donc c'est un institut pluridisciplinaire qui a été créé dans le cadre de l'IDEX grenoblois, nous essayons donc de réfléchir sur quels sont les outils juridiques existants et aussi quels sont les outils qu'il faudrait développer dans l'avenir. Bravo, bravo, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je vous laisse je récupère le micro et je vous laisse tous les deux, pareil, poser pour la photo officielle devant le panneau. Avant de passer au prix alimentation-nutrition. Alors le prix alimentation-nutrition, il récompense, vous imaginez bien, il est très important, ce qui nous aide à nous nourrir, à nous alimenter autrement. Je vais demander à Denis Lafay de bien vouloir me rejoindre, parce que c'est vous, Denis, qui allez remettre ce prix, conseil éditorial de la Tribune, mais ça, j'ai plus besoin de le dire. Vous n'allez pas tout de suite nous dire qui est le lauréat, parce que je vais d'abord dire qui est nommé dans cette catégorie. Agnès Giboreau, Lucie Poulet, Alexandre Vézel et Jean-Louis Chave, propriétaire du domaine Jean-Louis Chave. Je vous laisse, Denis, nous expliquer. Le lauréat est Jean-Louis Chave, propriétaire du domaine Jean-Louis Chave. Alors, vous ne le verrez pas, Jean-Louis Chave est absent et s'excuse. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais Denis va pouvoir nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous avez fait partie du jury, ça, je ne l'ai pas dit, vous faites partie du jury. Et finalement, qu'est-ce qui a les débats ont été âpres, hein, vraiment. Je pense que ce qui a déterminé le choix final, il y avait plusieurs éléments. Le premier, de récompenser un artisan. C'est un homme qui travaille comme un artisan, qui se veut comme tel. Et pour nous, c'était très important de rappeler que les artisans sont aussi des acteurs de la transformation. On est dans un domaine au sein duquel la notion d'excellence est particulièrement prégnante. C'est un homme humainement assez exceptionnel, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a récompensé. Puis enfin, le dernier point, il est bien sûr capital. Cette maison Chave appartient à la famille depuis le XVe siècle, depuis 1481. Et donc de montrer que l'on transforme aussi à partir de son assise, à partir de ses racines, à partir de son histoire, et que l'on transforme pas à pas. Mais c'était aussi un élément très important dans la décision finale. Merci voilà. Denis. Et je vous propose d'écouter maintenant Jean-Louis Chave lui-même qui nous a envoyé une petite vidéo pour partager son action avec vous. Le vin est extraordinaire parce qu'il rayonne en fait, il s'exporte, il est apprécié dans le monde entier, il y a une attention énorme qui est donnée au vin, qui est une locomotive terrible pour nous. On a des amateurs du monde entier qui vont s'intéresser à notre production. Donc on a aussi vis-à-vis d'eux une responsabilité. Une responsabilité de faire un vin aussi vrai, aussi authentique, aussi sincère que possible. Je pense qu'on est totalement dans une notion de geste et donc d'artisanat. Oui. On n'est pas dans une création, on est dans une interprétation des choses. Quand on parle de transmettre une terre saine, ça a toujours été le propre de notre métier, de notre famille. Donc ça a toujours été des vignes qui ont toujours été cultivées de façon, maintenant on parle de bio, hein, c'est ce qu'on disait. On a toujours eu beaucoup de mal avec ce terme-là, puisque sur 16 générations, il y a eu du bio. Après,
Le problème qu'on y trouve, c'est qu'il faut maintenant se justifier en faisant des choses qu'on a toujours faites. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, surtout, ça il faut bien le rappeler. Mais ça peut pas être grand, fascinant, intéressant si c'est pas bio. À la maison, on a plus de 150 ans de date de vendange, par exemple, où on se rend compte qu'il y a des périodes où ils vendangeaient très tôt, finalement, et d'autres périodes où ils vendangeaient très tard. Donc maintenant, on est dans une période, dans un cycle peut-être, ou alors dans une tendance où il y a des vendanges précoces, puisqu'il y a des années plus chaudes. Mais encore une fois, il n'y a rien que l'on n'a pas déjà vu. Alors peut-être qu'on les a vus moins souvent, mais on les avait déjà vus. Notre histoire à nous, concrètement, elle est dans ces vieilles bouteilles d'Hermitage que nous avons toujours en cave, où on peut toujours encore ouvrir une bouteille d'Hermitage 29, 52, 59, 61 ou 47, ces années très chaudes qui ont interrogé à l'époque pour appréhender les années que nous connaissons maintenant. Nous, on croit toujours que les grands vins sont toujours issus des grands terroirs. Et même dans les côtés extrêmes qu'on a pu connaître de ces derniers millésimes, les grands terroirs donnent toujours les grands vins. Voilà. Le terroir et la vigne est aussi et sûrement capable d'adaptation, comme l'homme peut être capable d'adaptation. Donc ça, c'est un peu notre philosophie. Voilà, bravo pour lui, bravo à lui. Merci pour lui. On lui remettra son prix après cette cérémonie et il s'excuse encore de ne pas avoir été là. On va passer au dernier des prix, le prix RH. Le prix RH qui récompense ceux qui travaillent à plus de responsabilités sociétales et plus dans l'entreprise. Yvan Demar, vous êtes directeur général de BPI France à Grenoble et je vais vous demander de venir remettre ce prix. Voilà, on vous remet l'enveloppe avant de l'ouvrir. Je vais simplement redire qui est nommé dans cette catégorie. Caroline Félix, Joël Tronchon, Laurent Fiard et Christian Donzel, pardonnez-moi, Stéphane Malka et Julie Huguet. Voilà, j'ai oublié personne. Bonsoir Yvan Demar. Je vais vous poser la même question qu'à tout le monde. BPI s'engage pour ce prix RH, a souhaité être partenaire dans ce sens. Pourquoi ? Bonsoir à tous. Une évidence en fait. Transformer la France, c'est une feuille de route pour une banque publique. Donc ça devrait être gravé sur tous les frontons de nos délégations. Voilà. Juste vous dire qu'on a 4 valeurs et dans les 4, il y en a 2 importantes pour rebondir sur les propos du président gallois. La première, c'est l'optimisme. On n'a pas le droit, quand on est au contact tous les jours de chefs d'entreprise, de ne pas être optimiste. Puis ça tombe bien, ça fait du bien d'être optimiste. Voilà. La deuxième, c'est la proximité. Une banque publique, ça pourrait être dans une tour à la Défense avec 2600 personnes. Ce n'est pas comme ça qu'on l'envisage. Il y a 7 implantations en région Rhône-Alpes, au plus près des chefs d'entreprise, en accompagnement, souvent d'ailleurs avec l'agence de la région avec qui on travaille en partenariat. Voilà. Puis la troisième, RH, une évidence aussi, le progrès sans l'homme, aucun intérêt. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors, à qui remettons ce prix RH ce soir? Qui vient nous rejoindre pour ce dernier prix? Alors, Joël Tronchon, du groupe SEB. Joël Tronchon, directeur de la RSE du groupe SEB. Bonsoir Joël Tronchon, bravo, vous êtes le dernier à recevoir un prix, bravo à vous, vous êtes directeur du développement durable de la politique RSE du groupe SEB, délégué général également d'un fonds de dotation, du fonds de dotation du groupe SEB. Vous travaillez depuis toujours à entraîner les salariés des entreprises pour lesquelles vous œuvrez, vous travaillez vers plus de responsabilités sociétales. On a l'impression que le développement durable pour vous, ce n'est pas une alternative, mais c'est vraiment le juste chemin. Qu'est-ce qui vous anime ? Le juste chemin, c'est bien le mot. Je crois que ce qui nous anime, parce que je ne fais pas ça tout seul, ce qui m'anime, c'est d'abord de le faire avec tous les salariés du groupe SEB et tous les réseaux et de partenaires. Il y en a plein dans la salle, il y en a même chez Nominé, parce qu'on travaille aussi avec le réseau Alliance et Territoire qui représente Stéphane. On travaille avec les entrepreneurs d'avenir, le réseau Mixeur, RSE. On travaille avec plein de réseaux. Et ça, c'est extrêmement important. On travaille avec des associations qui sont dans la salle, avec les Cités d'Or, avec Karim. Enfin bref, il y a plein de... Donc d'abord, le premier vecteur d'animation, ce qui m'anime, c'est travailler ensemble
ensemble, parce que je ne crois pas du tout aux personnes providentielles, même dans les entreprises. Je crois surtout aux aventures collectives. Donc, et puis ce qui m'anime aussi, je pense que c'est ce chemin du milieu dont vous parliez, c'est finalement le plus difficile, parce que c'est très facile en entreprise ou dans les associations, dans toutes les organisations, de prendre les deux autres chemins. Il y en a un qui est assez fleuri, sympathique au début, qui termine en enfer, qui s'appelle l'idéalisme. Puis il y en a un autre qui s'appelle le cynisme. Celui-là, on sait à peu près où il va. Et en fait, ce qu'on a à construire en tant que transformateur, entrepreneur, intrapreneurs sociaux, enfin tout ce qu'on veut, tous les gens qui sont dans cette salle, c'est de choisir cette voie du milieu qu'il faut tricoter, où il faut relier l'intérêt général, l'utilité pour la société avec le day-to-day, le quotidien de nos entreprises, les objectifs de nos entreprises, et puis aussi le sens que recherchent nos salariés, et puis aussi le sens que recherche le citoyen qui vient travailler tous les jours dans nos entreprises. Voilà, c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Donc moi, pour terminer, je voudrais juste dire, on est plein dans la salle, et c'est ça qui me rend optimiste, c'est que finalement, vous savez, il y a la théorie des 10% de Gladwell, qui dit que finalement, pour changer une norme sociale ou une société, ou transformer une société, il faut 10% finalement d'une communauté pour embarquer toute la majorité. Je pense qu'on n'est pas très loin de ces 10%, donc encore un petit effort ensemble, puis on va y arriver. Bravo. Bravo à vous. On remet les micros là. Je vous laisse aller vous positionner là-bas pour la photo officielle. Bravo à tous ceux qui ce soir ont reçu leur prix, mais bravo évidemment aux 30 transformateurs qui faisaient partie de ceux qui avaient été sélectionnés pour cette soirée. Avant de conclure, avant de terminer cette soirée, je vais maintenant laisser la parole justement pour un mot de fin à Thierry Pic, qui est directeur Early Bakers de l'EM Lyon Business School. Et vous allez venir nous conclure la soirée. Je vous laisse la parole. Je voudrais simplement demander à tous ceux qui sont montés sur scène à un moment ou à un autre de la soirée, à l'issue de la conclusion, de venir nous rejoindre pour une photo de groupe, c'est-à-dire les lauréats, les remettants. J'oublie qui, et le jury que je nomme: Jérôme Dassigny, Catherine Chabanon, Pascal Gustin, William Jameux, André Monteau, Bertie Murat, Anne Podunavac, Laetitia Rocurel, Jérôme Slatov, Alexandra Feli et la rédaction de Tribune de Lyon, que nous remercions évidemment. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pas moi en fait, parce que j'ai pris 4 notes de page en vous écoutant et que je dois vous restituer en 3 minutes. Donc le challenge est là, aussi important que transformer la France. Un mot sur la transformation. Transformer, c'est changer la forme. Denis Lafay disait dessiner demain. J'aime beaucoup cette expression. Étienne Blanc nous parlait de changer la structure profonde. Donc on n'est pas dans des logiques d'adaptation, d'évolution. On est dans des logiques effectivement de métamorphose, de mutation, comme la chenille et le papillon. Et beaucoup d'amis à l'étranger me disent, mais finalement en France, vous avez une approche assez particulière de la transformation, qui est la radicalité, les oppositions, les ruptures, les crises, les révolutions, 1789, mai 68, les gilets jaunes maintenant. Donc, et je pense que cette soirée, en fait, finalement, si on veut donner un petit peu de sens justement et de prise de recul à ce qu'on a entendu, eh ben, elle nous invite finalement à envisager la transformation d'une autre façon. En puisant dans une théorie, pardonnez-moi, je suis prof, donc je reviens parfois à la théorie, qui s'appelle la théorie de la complexité. Complexité en latin, ça veut dire tisser ensemble. Et je vais juste développer quelques instants sur ce propos. Louis Gallois disait de changer notre logiciel mental. Einstein, que je vais citer ici très modestement, nous dit on ne peut pas résoudre les problèmes en restant au même niveau de pensée que celui dans lesquels ils ont été posés. Vous réfléchirez à ça. Donc effectivement, ce que nous apprend cette soirée, c'est sortir des logiques de l'opposition, des oppositions habituelles, pour utiliser un concept qui est au sein de la théorie de la complexité. Donc on doit notamment Edgar Morin, un certain nombre de penseurs aussi, bien sûr, Joël de René, Jean-Louis Lemoyne, le regretté Michel Serres, au fait. Quand on parle d'optimiste, on ne peut pas ne pas mentionner Michel Serres, évidemment. Donc ces théoriciens français, pour une fois, on n'est pas obligé d'aller non plus toujours chercher des théories dans les organisations, nous parlent d'un sujet qui s'appelle la dialogie. La dialogie, c'est quoi? C'est deux logiques qui cohabitent. C'est le dépassement des paradoxes, plus que la voie du milieu, comme vous disiez tout à l'heure. C'est la coexistence de logiques qui sont considérées comme a priori opposées et contradictoires. Et j'ai entendu beaucoup de dialogie ce soir dans ce que les uns les autres ont dit. C'est donc la possibilité de penser ensemble deux pôles qu'habituellement on oppose dans un dialogue, une articulation, de la création aussi. Dit autrement, vous vous rappelez, c'est l'axe linéaire, le business d'un côté, le bisounours d'un côté et le capitalisme de l'autre, ce que disait Gonzague de Blinière tout à l'heure, avec deux pôles disjoints en opposition à finalement deux axes orthogonaux qu'on va mettre l'un avec l'autre pour
justement être dans une logique de dépassement de ces oppositions. Donc mettre du « et » dans les logiques de management et dans nos modes de pensée, c'est aussi se donner le droit peut-être de transformer des modèles et de créer autre chose. Exemple qu'on connaît tous dans la vie, c'est le yin et le yang, le bien et le mal, la vie et la mort, mais aussi, et ça on le doit à Victor Hugo, la nostalgie. Vous savez ce que c'est la nostalgie? C'est une forme de sentiment particulière qui est une combinaison de la tristesse et de la joie. Donc là aussi un paradoxe, quand on les associe, ça crée autre chose. Voilà, la dimension locale et la dimension globale, qui a donné le glocal dans tout bon manuel de management. Donc vous voyez qu'on a des contradictions apparentes qui peuvent effectivement se composer. Laissez-moi juste partager avec vous quelques exemples d'initiatives que j'ai jugées dialogiques ce soir et qui, du coup, contribuent chacune à leur niveau à transformer, c'est-à-dire changer la forme de l'économie, de la société et donc de la France. Raise, je trouve, a bien illustré un modèle alternatif, évidemment, de fonctionnement d'un écosystème, en plus dans lesquels les grands groupes, les ETI et les startups ne sont plus opposés, mais au contraire, ils se fertilisent mutuellement, souvent tendance à opposer les grandes entreprises et les startups. Là, on a un modèle effectivement nouveau, nouvelle forme de croissance, où ces acteurs, finalement, travaillent ensemble, cohabitent ensemble, dans une forme de bienveillance et de solidarité. On a aussi évidemment, avec Habitat Humanisme, l'humain et l'urbain, l'économique et la société et l'inclusion. On a avec Alexandre Mérieux les enjeux de santé publique et de développement de l'innovation, dans un domaine très pointu et très technologique. On a évidemment les énergies alternatives respectueuses de l'environnement pour hydrogène. On a évidemment aussi le développement de business pour l'Actips, avec effectivement des solutions biodégradables à base de protéines de lait. Donc des initiatives qui effectivement combinent ces antagonismes apparents. On a entendu aussi ce soir la dialogie techno et humain, évidemment illustrée par la Cybersecurity Institute. C'est comment on remodèle la techno et les sciences sociales, comment on les met ensemble, comment on les combine avec dans des approches holistiques. SEB, comment effectivement une entreprise fortement innovante finalement lutte contre l'exclusion en faisant un levier de l'implication de l'ensemble de ses collaborateurs. Fréquence École, j'ai entendu aussi effectivement l'éducation aux médias numériques. Là aussi, on peut apprendre avec les nouvelles technologies. La dialogie tradition-modernité, évidemment illustrée par le domaine Jean-Louis Chave, 16 générations de vignerons qui sont aujourd'hui dans des logiques de croissance. Que dire de Biomérieux, effectivement, fin du 19e siècle et aujourd'hui un grand acteur mondial. On pourrait dire évidemment la même chose aussi des entreprises qu'a dirigé Louis Gallois, notamment la SNCF, qui se réinvente en permanence. On a parlé de la Poste aussi tout à l'heure. Et puis dernière dialogie importante, c'est le global et le local. Frappé ce soir vraiment par le nombre d'exemples d'entreprises qui sont ancrées dans un territoire, Biomérieux, Lactis, Cybersecurity Institute à Grenoble, SEB ici, et qui illustrent pourtant la dialogie des racines et des ailes, du local et du général. Voilà donc pour cette mise en perspective dialogique de ces initiatives. Je conclurai en disant que finalement, donc ces initiatives, elles participent finalement à repenser le phénomène de transformation, non pas comme des exclusions, des confrontations, des oppositions, mais de l'intégration, réconcilier le grand, le petit, l'économique, le social, la techno, l'humain, le local et le global, l'individu et le collectif, voilà, toutes ces oppositions. Donc réconcilier, relier, tisser ensemble la complexité, plutôt que d'exclure et séparer, parce que finalement, ce n'est pas ça que notre société a le plus besoin. Une dernière idée que je souhaite développer, c'est autour de la notion de transformateur. On a parlé de transformateur, acteur de la transformation ce soir. Je crois qu'il y a finalement deux types de transformateurs et il me semble que j'ai entendu les deux ce soir. Un, des visionnaires, c'est ceux qui amènent des idées complètement nouvelles, qui bousculent l'ordre établi, qui vont à l'encontre des représentations dominantes, qui cassent les codes, qui créent des ruptures, etc. Et puis, deuxième profil, les doueurs, les makers, les faiseurs, tout simplement. C'est-à-dire ceux qui accompagnent la transformation dans sa mise en place, qui fédèrent, qui font prendre conscience des limites de ce qu'on fait un petit peu tous les jours, qui mettent en mouvement, voilà, et qui font embarquer progressivement l'ensemble des collaborateurs ou des membres d'une organisation. Le premier a la tête dans les nuages de la vision, le second a les mains dans la terre de l'opérationnel. Le premier, il conçoit l'impensable et le second, il rend possible ce qui n'a pas été imaginé. Le premier crée le grand soir et le deuxième, c'est celui qui s'occupe d'accompagner les petits matins quotidiens. Là aussi, ce n'est pas forcément une opposition. Et il me semble que ce soir, effectivement, je vous invite à repenser en quoi chacun de nos invités est à la fois soucieux de porter une vision, un rêve, pourquoi pas, un projet en tout cas, et également de passer à l'acte en fédérant un collectif.
soit comme grand capitaine de l'industrie française, comme l'a été Louis Gallois, soit comme chercheur, entrepreneur, artisan, éducateur, industriel, citoyen, tous les gens que l'on a vus ce soir. Plus qu'un super-héros de la transformation, donc je pense que cette soirée milite pour une complémentarité des profils et pour une dynamique collective. La transformation ne peut être que collective. Elle est trop complexe pour être laissée aux mains de quelques décideurs éclairés ou d'attendre que les institutions, l'État, l'entreprise, l'école décident pour nous. Donc je finirai par deux proverbes un peu pompeux, empruntés là à deux présidents américains. Vous les connaissez comme moi. Ne demandez pas à ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voilà, toujours cette idée de cette transformation dans son quartier, dans son entreprise. Finalement, c'est l'affaire de tous. Et à chacun à son niveau a un rôle à jouer pour contribuer à cette transformation. Et puis nos seules limites pour demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Proverbe de Roosevelt que j'aime beaucoup. Et je vais quand même pas vous quitter comme ça parce que tout ça c'est pas très drôle. Deux citations plus légères qui nous permettent de boucler la boucle. On a commencé par transformer la France et revenir sur cette notion d'optimisme finalement qui est au centre de cette soirée. Donc deux conseils qui cette fois-ci sont personnels, donc je les ai empruntés à personne. C'est éviter les gens négatifs parce qu'ils ont un problème pour chaque solution. Et puis ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Merci beaucoup. Voilà, je redemande à tous ceux qui ont participé, aux lauréats, aux remettants et aux membres du jury, s'ils sont là, de venir sur cette estrade pour une photo finale. Il me reste à vous remercier tous pardon, on a pris un tout petit peu de retard. Merci de votre présence. Transformons la France ensemble et à très bientôt.